Merci Intalio, donc, qui est donc un de nos 3 sponsors avec Everia et Guindet 2000. Nous allons maintenant donc commencer cette deuxième table ronde. Je vais demander donc à Vladimir de venir et de la manager. Je propose à nos invités de me rejoindre sur scène. Donc Caroline, Sandrine, Ibrahima, Dominique et Jérôme. Joignez-vous à moi. On se partagera quelques micros. Bon, là, on rentre dans la période difficile de la journée. On sort du déj, que ça soit en présentiel ou en distanciel. Donc, ça nous met une pression supplémentaire, pas pour qu'on s'endorme ou qu'on évite de s'endormir, nous, mais pour mettre pas mal d'énergie et s'assurer qu'on va garder notre audience aussi captive que ce matin. Je vous propose un premier tour de table pour que chacun se présente rapidement. Dominique, est-ce que tu veux commencer ? Oui, Dominique Boulier, professeur de sociologie à Sciences Po, spécialiste du numérique et de ce que j'appelle les technologies cognitives, et puis créateur et directeur de nombreux labs, après avoir été chef d'entreprise, donc toujours dans le numérique. Oui. Bonjour à tous et bonne digestion. Caroline Chopineau, je suis directrice générale d'une association qui s'appelle le Hub Francia. Ça fait 20 ans que je suis dans l'IA, j'étais chercheuse, dev, monteuse de start-up. Et aujourd'hui, je dirige cette belle association qui regroupe 150 membres à peu près, entreprises, donc grands groupes, start-up, cabinet d'avocats, écoles, des profils assez hétérogènes et c'est plutôt sympa pour la dynamique. Et l'ambition de l'association, c'est de faire croître l'intelligence artificielle sur tout tissu économique français et européen. Bonjour, Sandrine Richard. Alors, bonne digestion à toutes et à tous. J'étais avocat, j'ai quitté l'avocature et je me suis spécialisée aux États-Unis dans tout ce qui était lutte anticorruption. À la suite de quoi j'ai intégré l'INAJ, alors l'Institut national de haute études de sécurité et de justice, pour passer un diplôme, et je vais venir à l'IA, en intelligence économique et protection des entreprises, donc essentiellement avec des généraux. Et c'est là où je me suis rendu compte que la lutte anticorruption, l'IA et la sécurité des entreprises faisaient partie de notre souveraineté
notamment industriels. Donc, à la suite de quoi j'étais directeur de l'éthique dans un groupe français qui s'appelle Crystal Group International, que j'ai quitté pour des raisons qui me sont propres en décembre de cette année. Et aujourd'hui, je m'implique beaucoup au sein de certains boards, dont Ethikia avec David Gruson, qui viennent d'avoir le label européen de garantie humaine dont j'aurai l'occasion de parler, notamment en santé, d'IPIKIA, et je viens d'intégrer le comité éthique de DocaPost, qui eux aussi travaillent sur l'éthique éducationnelle. En tout cas, on est en train d'élaborer une charte. Je n'en dirai pas plus parce que je laisserai DocaPost faire l'officialisation de ce comité. Voilà. Bonjour à tous, donc Jérôme Ribeiro, président de Human AI et vice-président du cluster digital Africa. Donc nous ouvrons, on a créé le WICF, le salon à Cannes de l'intelligence artificielle, où la première année on a fait 15 000 entrées. Et nous avons créé des maisons de l'intelligence artificielle, la première en Afrique. On œuvre beaucoup en Afrique sur la vulgarisation, la formation en numérique, en data, en sensibilisation. Et c'est un lieu d'acculturation où on vient comprendre, expérimenter l'intelligence artificielle. On accompagne aussi les gouvernements, comme le Sénégal, sur la stratégie nationale de l'IA, le Togo, les deux Congos et bien d'autres, une trentaine. Et notre but, c'est vraiment de placer l'humain au centre à chaque fois, avec beaucoup d'éthique, et l'IA au service de l'humanité. Donc voilà, merci. 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 Ibrahima. Merci. Donc, Ibrahim Diagne, je suis du Sénégal. J'œuvre depuis bientôt 20 ans autour des questions du digital, notamment la transformation digitale du gouvernement. J'ai eu à travailler dans plusieurs pays, notamment le Kenya, qui est un pays anglophone. J'aime bien le citer parce que c'était notre première expérience internationale, pas tout à fait évidente. Également, je m'implique dans beaucoup d'initiatives pour les jeunes en matière d'entrepreneuriat, comment les aider à pouvoir se mouvoir professionnellement. Et puis tout dernièrement, j'ai été élu président de l'université de Ziguinchor, qui est l'une des 7 universités sénégalaises. Merci. Moi, je suis Vladimir Taranov. Je suis membre du conseil d'administration d'Ifutura et président de la commission prospective et sociétale. Et en dehors de ça, je suis responsable pédagogique d'une formation MBA, donc marketing digital et business. Et nous formons des étudiants, 300 étudiants au minimum par an, qui sont soit des jeunes en alternance ou des seniors qui veulent reprendre leurs études pour se former et savoir parler la langue du digital. Et on les accompagne pour maintenir leur employabilité, développer leur employabilité et surfer sur cette révolution industrielle. Parce qu'en réalité, c'est ça. Hein. On parle de manière soft de transformation, mais c'est surtout comment s'adapter à un contexte d'une révolution industrielle. Alors, ce matin, on a beaucoup abordé les sujets techniques, usage, donc la dimension technologique était assez présente. Cet après-midi, on consacre la table ronde plutôt à l'humain. L'humain individuel, mais aussi les entreprises, l'employabilité, le collaborateur. Et donc, on va aborder différents sujets, mais tous liés à l'humain. Dominique, ma première question s'adressera à toi, mais au préalable, je voudrais citer une phrase d'Edgar Morin, sociologue et philosophe français, centenaire, qui disait « La transformation digitale n'est pas la simple accumulation de compétences techniques, c'est avant tout une transformation de soi, un état d'esprit de remise en question. » Toi qui as beaucoup écrit et étudié sur la technologie et l'impact sur l'humain, la notion d'addiction, est-ce qu'on est à un tournant aujourd'hui ? Et l'IA est un point supplémentaire, un tournant par rapport à l'impact de cette technologie sur l'humain. Voilà, il est 14h10. Voilà, on commence à poser le sujet. Hein. Voilà, mais moi j'ai la chance de ne pas avoir déjeuné avec vous, donc je vais avoir les idées peut-être plus claires que certains. Merci Dominique, je note. Non, je voulais dire, ce qui me semble, c'est que le moment est un peu particulier, parce que si on avait posé les mêmes questions il y a un an, on n'aurait pas discuté dans les mêmes termes.
parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en un an sur ces questions-là. Et donc, c'est un peu ça qui me fait peur. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que ça vous fait peur, l'IA, etc. Moi, ça ne me fait pas peur du tout. Ce qui me fait peur, ce sont les humains qui poussent ces solutions-là. Les humains, les entreprises ou certains. Disons. Ça me fait un peu peur, effectivement, parce que c'est quand même un type d'IA actuellement qui est promu par ce type d'acteurs, et particulièrement en matière d'IA générative, vous voyez bien de quoi je veux parler, avec des offensives commerciales, grand public, gratuité, mais qui restent quand même propriétaires, etc. Et disons, c'est une façon de préempter le débat et le marché qui n'est pas très bonne pour la prise en compte de la diversité des solutions, la diversité des enjeux et la responsabilité de chacun des choix. Donc c'est un peu ça qui m'inquiète. Alors à partir de là, c'est vrai que l'idée qu'on a avec ces IA génératives à base de Large Language Model, on est censé tous se focaliser là-dessus, alors qu'il y a bien d'autres sujets et des projets qui étaient déjà en place depuis longtemps dans les entreprises et dans les labos, et que tout d'un coup, tout semble passer à la trappe dans cette affaire. C'est quand même un petit peu dommage, je pense. Donc j'espère que le débat permettra de remettre tout cela sur la table aussi. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé d'un peu plus fondamental, c'est-à-dire que on a vraiment mis à disposition du grand public sur ces bécanes ordinaires, j'allais dire, une technologie dont l'interface conversationnelle change quelque chose. Ça, c'est vrai. On va en reparler, j'espère. Mais ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une forme de, même si c'est encore très basique de mon point de vue, mais il y a une forme de nouveau couplage que l'on a avec ces technologies, avec l'ensemble des systèmes intelligents d'information, etc. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est en train de se passer réellement. On verra ce que ça peut donner autrement, mais c'est toujours le couplage entre l'interface et puis le fait qu'il y a derrière des modèles de connaissances, même, pas seulement de langage, mais de connaissances qui prétendent être de connaissances, c'est d'ailleurs ça le problème, mais qui se basent surtout sur une augmentation incroyable de puissance et de sources agrégées, d'ailleurs d'une certaine façon. On aura peut-être l'occasion d'en parler aussi, mais ça ne traduit pas une augmentation d'intelligence ou un saut quelconque, hein, c'est une puissance statistique pure, ce qui pose de sérieux problèmes, quoi. Donc là, on est, à mon avis, pour moi, le débat est mal situé s'il se résume à ça, mais ça signifie quand même que nous sommes à une bifurcation. De mon point de vue, on est vraiment à une bifurcation, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte un développement incontrôlé, non fiable de ces agents conversationnels appuyés sur ces modèles pour tout public ? Est-ce que c'est ça, et on court derrière, puisque tout le monde est en train de courir derrière, en fait, hein, d'une certaine façon, ou est-ce qu'on est capable de soutenir en même temps des alternatives plus raisonnées, qui vont être, par exemple, tous les gens qui travaillent sur des IA explicables, tous les gens qui travaillent sur des IA testées, avec des procédures de test, avant de les mettre sur le marché. Oui, ça existe, il y a des gens qui font ça. Ah, ah, c'est bizarre, hein. Donc c'est des gens responsables un peu. Des IA aussi qui proposent des boîtes blanches, plutôt que ces boîtes noires auxquelles on est confronté. D'autres qui travaillent même sur des IA coopératives, j'aurai l'occasion d'en parler, même en matière d'IA générative, avec des versions coopératives, et des IA open source aussi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choix qui sont possibles actuellement. Et évidemment, selon les choix que l'on peut faire, eh bien, la réponse et la question effectivement de qu'est-ce qui est en train de se passer là va être totalement différente. Mais il faut bien voir qu'on est à la bifurcation et qu'il ne faut pas qu'on se laisse embarquer dans un tunnel cognitif et de marché qui serait préempté par un ou deux acteurs qui ont pris les devants et qui effectivement se sont introduits comme premiers entrants là-dessus, en forçant la main d'ailleurs des grands groupes éventuellement derrière, quoi. Donc l'intérêt, c'est de savoir est-ce qu'on pourra développer des IA appropriables ou au contraire des IA qui vont être en roue libre, qui va conduire, ce que je dis, et j'aurai l'occasion d'en reparler, mais à une extension du domaine du fake, ce que j'appelle l'extension du domaine du fake, à peu près fatale. Voilà. Oui, on a abordé le sujet des acteurs ce matin, où malheureusement on s'apercevait que la répartition des majeurs de l'IA, c'est plutôt entre les États-Unis et la Chine, principalement avec des acteurs privés, donc avec des objectifs peu philanthropiques, et que l'Europe est légèrement, c'est un euphémisme, en retard sur le sujet. Est-ce qu'on a déjà suffisamment de recul ? Toi, tu as étudié beaucoup de choses sur l'impact sociologique des réseaux sociaux. Est-ce que donc, les réseaux sociaux et le fonctionnement des réseaux sociaux s'appuient sur de l'IA ? Alors, c'est peut-être encore un peu tôt par rapport au recul sur l'IA générative, mais est-ce qu'on arrive déjà à identifier des patterns sur l'impact de l'IA, sur l'apprentissage, le raisonnement, la mode de pensée ?
Alors, justement, le problème, c'est qu'avec cette offensive sur l'IA générative, on oublie tout ce qui s'est fait avant et tous les débats qu'il y a eu entre les évolutions entre les types d'IA symboliques, les types d'IA coexionnistes et les évolutions qu'il y a pu y avoir. Il y a eu une quantité de sauts, vous en avez parlé ce matin, je suppose, et donc il ne faut surtout pas les oublier. Alors, le problème, c'est que maintenant, tout le monde se trouve un petit peu obligé de passer par ce type d'interface en termes d'agents conversationnels et de prétendre du coup qu'on va effectivement mobiliser sans arrêt ces modèles de langage pour pouvoir fournir des réponses. Et c'est déjà un des problèmes, fournir des réponses. Donc, or, il y a plein de sujets, plein de domaines où la question n'est pas de fournir des réponses, surtout quand il s'agit de fournir des réponses pour boucher les trous, quitte à inventer pour boucher ces trous. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même un vrai problème. Donc on voit bien que mais la façon dont les gens, dans les entreprises avec lesquelles je travaille, moi, le sujet se pose, c'est de se dire, nos collaborateurs sont déjà en train de l'utiliser, de fait. C'est un passage à l'acte. C'est une cascade de passage à l'acte. C'est-à-dire, personne n'a voulu ça vraiment, et puis OpenAI a fait son passage à l'acte, qui a mis tous les autres dans la panique, et qui du coup fait aussi que pour les utilisateurs, eh bien, tout le monde s'y met, et puis vous avez à tous les niveaux, dans tous les départements des entreprises, les gens se mettent à tester un peu. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est assez intéressant, parce que ce type d'offre, il fonctionne aussi sur le mode du jeu. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est séduisant. C'est-à-dire, vous pouvez dire, oh tiens, puis je vais jouer, puis je vais essayer un truc, et puis etc. Et donc, on s'y prend. Pendant ce temps-là, le modèle, lui, s'améliore, parce qu'il utilise tout ça pour lui, bien entendu. Mais en attendant, c'est quand même quelque chose qui est difficile à contrer, quoi, parce qu'on dit, oh, ça ne prête pas à conséquence. Ce qui est faux, ça prête à conséquence, effectivement. Mais surtout, ça veut dire qu'il se développe des petites pratiques dans des services de gestion de ressources humaines, par exemple, des trucs classiques sur la gestion des CV ou des choses comme cela, qui se faisaient autrement, d'ailleurs, avant, sans les interfaces génératives, conversationnelles des IA génératives. Mais maintenant, évidemment, on va se sentir obligé de l'utiliser comme tel. Et à ce moment-là, on se retrouve à déléguer encore un peu plus à la machine sans savoir exactement ce que l'on gagne ou ce que l'on perd dans l'affaire, parce que c'est fait un peu de façon sauvage. Donc la question pour le moment, c'est comment les entreprises notamment reprennent la main là-dessus pour pouvoir se dire mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Il est probable que dans certains métiers, ça a une utilité, de mobiliser des agents conversationnels et de s'appuyer sur ces modèles de langage, à condition de savoir ce qu'il y a derrière et à condition de connaître les risques qu'il y a, puisque derrière, il y a des risques de tromperie manifeste, j'allais dire. Donc il faut vraiment être sérieux. Dans certains secteurs, c'est surtout pas, il n'est pas question de s'élancer là-dedans, surtout pas, quoi, hein. Et donc il faut effectivement admettre que cette prolifération, cette fascination-là, elle a un peu brouillé les évolutions standards, mais ça c'est la stratégie des libertariens qui sont des disrupteurs, hein. Il faut que ça disrupte, et puis on verra bien les conséquences après. C'est Talanic avec Uber, et puis maintenant c'est Altman avec OpenAI, et puis on verra bien. Sauf que dans les entreprises, ça pose des sérieux problèmes. C'est-à-dire qu'il faut se réorganiser très très vite, non pas seulement pour s'adapter, parce que c'est ça le problème, le temps, il faut s'adapter. Mais non, le problème c'est surtout de faire plier l'IA à nos objectifs, à nos valeurs, à nos préoccupations, à nos façons de faire, quitte à revoir certaines d'entre elles, parce que c'est vrai que tout n'est pas rose dans une organisation, il y a des traditions qui méritent d'être révisées, mais en le faisant en connaissance de cause. Or actuellement, comme on agit sous la pression, sous le passage à l'acte, eh bien, sous forme de passage à l'acte, tout le monde est un peu obligé de faire un peu n'importe quoi. Et là, il y a un vrai danger, parce que derrière, on ouvre des failles de sécurité, on ouvre plein de choses comme ça. Donc ça fausse le débat plus consistant sur la question de comment on va organiser le couplage entre l'IA et l'humain, justement, et comment on va organiser au sein de ce que j'appelle un design organisationnel, c'est-à-dire comment on va travailler à faire en sorte qu'on redéfinit certes les fonctions techniques de tout cela, mais en même temps on redéfinit la façon dont on s'organise, dont les décisions sont prises, dont les principes qui guident une entreprise sont toujours présents ou pas, parce que si c'est pour se faire déposséder et laisser toute la com gérée par OpenAI, par exemple, il risque d'y avoir des surprises quand même, quoi, hein. Cela dit, effectivement, il y a une com qui, de toute façon, tourne à vide d'habitude, donc elle tourne un peu plus à vide avec l'intelligence artificielle, mais c'est pas très grave, hein. Ça, c'est vrai, il faut bien le reconnaître. N'hésitez pas à réagir si on vous peut, souhaitez. peut-être. Non, mais vas-y. Non, du coup, je ne sais pas trop quoi rajouter. T'es pas obligé. Si, en fait, je pense quand même, il y a une partie des choses, effectivement, où il faut avoir confiance que l'arrivée de l'IA générative a eu moi, je trouve cet avantage de remettre l'IA sur le devant de la scène, parce que, comme dit Dominique, il y a d'autres IA qui existent depuis bien longtemps et des systèmes qui fonctionnent très bien pour faire de la prédiction, de la recommandation,
de l'aide à la décision. Et les gens dans les entreprises avaient plutôt du mal à avoir conscience de l'existence de l'apport de ce type de solution pour eux, parce que c'était en plus des très gros projets qui prenaient du temps à prendre en main. Avec l'arrivée de l'IA générative et puis la facilité d'appropriation de ChatGPT, les collaborateurs dans les entreprises se sont mis à l'utiliser par eux-mêmes avec la volonté de faire joujou, ce qui a du coup déclenché, en tout cas nous on voit chez nos startups, soudainement un attrait pour tous ces profils de boîtes qui mettent en avant le fait qu'elles font de l'IA, alors qu'avant elles étaient un petit peu encore trop cachées. Donc je trouve que ça a un côté positif, parce que du coup, on parle plus de l'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Le côté négatif, c'est que effectivement, tout le monde a fait un peu n'importe quoi. Il y a des boîtes qui ont carrément interdit l'usage de ChatGPT sans même savoir trop où ça allait. Moi, on m'a demandé de faire des interventions dans pas mal de grands groupes pour sensibiliser à ce que c'était, de rappeler quand même que, comme on le disait ce matin, à la base, c'est quand même du code, c'est de l'informatique, c'est un logiciel, c'est pas quelque chose qui va réfléchir à votre place. C'est un outil qu'il faut savoir l'utiliser et avoir conscience de ce qu'il est capable de faire. Et c'était un moyen pour ces entreprises-là aussi de se dire est-ce que je continue à refuser l'utilisation de ça ? Est-ce qu'on a envie de refuser l'utilisation de Word, Excel, de tous ces outils qui aujourd'hui nous facilitent la vie dans notre travail ? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt aller dans ce sens de trouver les moyens de se l'approprier, de comprendre comment ça marche et d'en avoir un usage correct et en confiance ? Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est l'accélération fait peur. Et moi, je vois beaucoup d'entreprises qui, justement, sont ambivalents. C'est je ne veux pas l'utiliser, mais en fait, j'ai la moitié de mes collaborateurs qui l'utilisent en cachette. Donc, il faut quand même que je trouve un moyen de cadrer tout ça. Comme disait Dominique, il y a des données qui sortent. C'est quand même des problèmes de propriété de ces données métiers qui partent on ne sait pas où. Donc, c'est sensibiliser au risque et puis de faire en sorte que les gens y passent quand même, parce que c'est le moment. C'est le moment de se dire, profitons de ça pour accélérer sur l'IA dans nos entreprises et arrêtons d'être tout le temps à la traîne et de se dire, bon là, il y a plein de sujets, on voit vraiment l'avantage en fait directement grâce à ça. Donc se dire qu'on peut en mettre partout et que ça peut avoir une vraie valeur ajoutée dès lors que c'est bien cadré. On en a parlé ce matin, les aspects réglementaires, les normes, tout ça, ça va aider aussi à cadrer un peu les usages de ces technologies. Ibrahima, toi qui es présent à la fois dans la transformation de l'État, dans l'enseignement et dans la tech, est-ce que l'IA n'engendre pas une sorte de fracture de la société ? Oui, je pense que la question a tout son sens. D'abord, je reviendrai sur la notion de peur, parce que souvent on dit faut-il avoir peur de l'IA ou pas ? Et je prendrai une sagesse africaine qui dit on n'a pas peur du lion lorsqu'il est en cage. On n'a pas peur du lion lorsqu'on est en cage. On a peur du lion quand on est en face de lui et qu'il n'y a rien entre nous. Et je dirais que c'est la même chose aujourd'hui pour l'IA. Avoir peur de l'IA, c'est simplement lorsqu'on est désarmé par rapport à cela. Et nous touchons à un sujet qui est en corrélation avec l'être humain. L'être humain, pour moi, c'est essentiellement deux choses. C'est la relation et c'est le raisonnement. Alors, aujourd'hui, la relation, elle a déjà été transformée par le digital. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un mail, un SMS ou un... Voilà, rien de traditionnel. Et le fait que nous soyons déjà conditionnés par le digital dans nos relations fait que ce qui se passe derrière, parce que quelque part, on parle d'IA, mais l'IA, c'est sous le capot, j'allais dire. C'est une notion qui existe depuis longtemps, mais qui n'est peut-être pas en relation directe avec nous, mais est en relation avec ceux qui nous conditionnent. Ça veut dire que notre rapport au digital, il est déjà fixé. Nous sommes tous dépendants du digital, même si nous faisons parfois de la résistance, nous savons que nous sommes dépendants du digital. Et que le digital, maintenant lui-même, il devient dépendant de l'IA. Ce qui fait que la notion avec laquelle nous allons pouvoir être conditionnés dans notre raisonnement, qui est l'autre dimension de l'être humain, est quelque chose d'assez perfide. Alors, on a beau mettre des réglementations, des normes et des standards, nos enfants de 10 ans ou moins de 10 ans, ils ne raisonnent pas comme ça, ils sont dans l'utilité. Mais sauf que leur appréciation de l'utilité est très sommaire. Ils ne savent pas parfois que c'est eux-mêmes qui sont la matière première plutôt que d'être ceux qui utilisent. Quand je vois par exemple des plateformes qui demandent à des enfants de 10 ans d'acheter des choses alors qu'un enfant de 10 ans n'est théoriquement pas bancarisé, donc il n'a théoriquement pas de compte bancaire, mais qu'on peut faire du marketing, parce qu'on reviendra sur l'éthique, on peut faire du marketing
envers des enfants qui ne sont pas bancarisés, ça veut dire que par dérivation, ce marketing est adressé aux parents. Et même, on incite les enfants à voler les cartes de crédit de leurs parents, ce qui se fait, pour pouvoir faire du gaming ou quoi que ce soit. Donc toutes ces choses-là, ça devient trop de choses, je pense, pour une seule génération à régler, parce que ça fait quand même un ensemble important. Et l'IA aujourd'hui, la manière dont il faudrait peut-être l'apercevoir au niveau des organisations, c'est comment est-ce que cette IA-là, je ne parle pas de normes et de réglementation, va-t-elle affecter le fonctionnement? Parce que l'être humain est impacté, mais l'être humain, c'est le consommateur. Donc le consommateur, c'est lui qui fait vivre l'entreprise. Si l'être humain est impacté, l'entreprise est indirectement impactée. Pourquoi on achète aujourd'hui une voiture Peugeot plutôt qu'une Renault? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a mis dans nos cerveaux depuis trop longtemps qui fera qu'on préférera la Peugeot ou la Renault. Mais personne ne pourra vous dire de façon très objective pourquoi ils préfèrent telle marque ou telle autre marque. Et ces choses-là arriveront demain de façon beaucoup plus subtile à travers justement une intelligence qui est forte et qui a la capacité de transformer tout cela. Donc mon inquiétude, elle est plutôt sur la vitesse. Nos sociétés ont une capacité d'évoluer qui, pour la première fois, va faire face à une capacité d'une technologie qui évoluera plus vite. Avant, on parlait d'adaptation. La technologie, elle évolue, elle s'arrête, et nous, on s'adapte pour venir au niveau de la technologie. Mais aujourd'hui, on est dans une évolution de la technologie qui ne s'arrête pas. Et donc, que devons-nous faire, nous? Parce que c'est nous qui vivons, en fait. La technologie est à notre service. Mais nous l'avons positionnée à un niveau où c'est comme si c'était nous qui étions au service de la technologie. Et tout cela amène une grande complexité. Quand j'entends le débat sur les États-Unis, c'est là où il y a l'argent. La Chine, c'est là où il y a les technologies. L'Europe, c'est entre les deux. Voilà. Donc, ni trop d'argent, ni trop de techno. Et donc, ça veut dire que malgré tout, on est dans un monde où on est tous ensemble et où on doit promouvoir des valeurs qui doivent rester. Et donc, cela pose beaucoup de problèmes. Je pense que j'ai posé plus de questions que je n'ai apporté de réponses. Mais c'est pour dire qu'il y a matière à redéfinir la place de l'humain. Ce n'est pas la techno, c'est l'humain. Est-ce que l'humain est un objet au service de la technologie ou est-ce que la technologie est un objet au service de l'humain? La question paraît très banale, mais si on ne fait rien, on devient finalement nous-mêmes l'objet. Dominique, justement, cette technologie, est-ce qu'elle ne remet pas un peu en cause notre rapport au réel? Parce que là, on voit la conjonction de deux technologies qui sont très puissantes, entre celle qui est les réseaux sociaux et qui permettent de diffuser une information en temps réel à des populations extrêmement nombreuses, associées à des technologies d'intelligence artificielle qui permettent de produire du contenu. Et on voit que ce soit par des textes, par des images, par des vidéos, par tout ce qui est fake, on est susceptible de changer le rapport à la fois à l'information et puis au réel. Alors c'est d'une évolution historique quand même assez majeure, effectivement, qui n'est pas seulement liée à l'IA, mais quand même on a construit des démocraties, pour parler des pays démocratiques, autrement c'est un peu différent évidemment, on l'a construit sur des régimes de vérité un peu bien identifiés, qui sont notamment le régime scientifique et le régime médiatique, avec un certain nombre de principes de vérification, du contradictoire, de pluralité des sources, etc., et pluralité aussi des types de médias, etc. Donc, il y a bien d'autres choses, mais enfin, et du droit, évidemment, et du droit, le détail. Non, c'est très important. Donc, tous ces éléments-là, quand ils sont construits comme cela, on a pensé j'allais dire presque jusqu'à la fin des années 80, on a pensé que ça pouvait fonctionner naturellement et continuer comme cela. La première perturbation, c'est le volume d'informations qui nous est devenu accessible et qui est devenu intraitable par la cognition humaine ordinaire. Donc ça veut dire qu'on a eu besoin de beaucoup d'assistants techniques, y compris pour filtrer, traiter, etc. Mais surtout, c'est qu'à un moment, ce type de saturation, j'allais dire en termes de volume, a été transformé par les modèles de plateformes qui sont mis en place dans les réseaux sociaux, qui se sont mis en place indépendamment du fait qu'ils ont utilisé de l'IA assez vite, mais indépendamment de ça, avec un modèle économique qui vise justement à amplifier, vous évoquiez la question de la vitesse, mais effectivement la question du rythme. C'est-à-dire que le problème, et c'est exactement cela qui est en jeu, c'est-à-dire que la vitesse de calcul
Ça paraît toujours bien, par principe, c'est toujours bien. Le problème, c'est que la vitesse d'affichage des informations et de mise à disposition des services ou des choix qu'il y a à faire finit par créer des effets de tunnels de captation, j'allais dire. Il y a une science même qui a été créée comme ça, qui s'appelle la captologie, où on capte votre attention et vous empêche de réellement prendre des décisions parce qu'au bout d'un moment, vous êtes quasiment effectivement appuyé sur acheter en un clic, ça marche à tous les coups, quoi. Donc tous ces éléments-là, ce sont des mises en forme petit à petit qui sont liées qui mobilisent plus ou moins d'IA, mais qui du point de vue du temps qui est nécessaire, parce que c'est là où le temps est nécessaire. Le temps est nécessaire pour faire un examen, même du point de vue du marché, un examen des produits en concurrence, par exemple. Le temps pour débattre des idées, le temps pour vérifier tout cela. Avant, il y a toujours eu de la propagande, ok. Bon, et puis mais on avait un peu de temps éventuellement pour essayer de débunker tout cela, mais c'était pas toujours, pas toujours. Faut pas. On a eu un XXe siècle atroce de ce point de vue-là, donc c'est pas la peine de faire les malins en disant c'était mieux avant. Ça c'est pas vrai. Mais en revanche, dans ce qui est du rythme qui est désormais le nôtre. Le problème, c'est que justement, on a eu petit à petit la possibilité de générer des tels flots d'informations qu'il n'y avait plus de filtrage. Il n'y avait plus de filtrage par les médias, il n'y avait plus de filtrage par nos propres formations scientifiques, de raisonnement, justement. On n'avait même plus le temps de le mettre en œuvre. Et ça, je dirais presque indépendamment de l'IA. Le seul fait qu'on a un rythme qui est celui du modèle économique des plateformes actuelles et qui veut susciter la réaction. Une fois que vous mettez l'IA dans la boucle et la capacité de générer automatiquement des contenus, et générer automatiquement des contenus qui sont des contenus textuels, mais aussi des contenus d'images, voire même bientôt d'IA qui agiront, puisque maintenant on est dans des IA qui deviennent ce qu'on appelle des orchestrateurs, c'est-à-dire qui ont accès à des API et qui vous trouvent des solutions et qui vous font des procédures complètes, etc. C'est ce qui est vraiment maintenant sur la table déjà. Vous dites, mais alors à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'on a comme possibilité de moment où on débraye, où on prend le temps de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui est en train de se passer, comment je peux détecter quelque chose de tout cela. Et il faut bien voir que là, il y a vraiment un emballement considérable qui n'a pas été, qu'on pourrait anticiper, parce que ça, quand même, la question des fake news, par exemple, c'est pas lié à l'IA générative, c'est des choses qui existent depuis longtemps, et on n'a pas été capable de régler ce problème-là. Parce que, précisément, on a souvent oublié la question du rythme. Et donc, on n'a pas su... J'ai un bouquin que je présente d'ailleurs, tiens, je vais en profiter, sur les propagations, voilà, qui traite de toutes ces questions-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à casser les chaînes de contagion, pour prendre un terme d'épidémiologie en matière d'information. Eh bien, tous ces éléments-là, ils ne sont pas réellement mis en œuvre, même avec un DSA ou un DMA européen. Ça ne suffit pas du tout. On cherche à viser les sources, mais ce n'est pas seulement le problème. Les sources, il y en aura toujours, des sources malfaisantes, j'allais dire. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on récupère de l'intelligence collective pour freiner tout cela. Et là, maintenant, on a une puissance qui va saturer nos systèmes d'information, non seulement en termes de volume, mais en termes d'incapacité à trier le vrai du faux, parce qu'il faut du temps, il faut justement du temps. Donc la question là devient très très importante, et ça c'est quelque chose qui est en réalité tout à fait admis dans ce monde, puisque de toute façon c'est un monde de réputation, et donc on peut toujours raconter ce qu'on veut, ça fait monter notre réputation, de préférence des choses qui choquent, ça fait monter notre réputation, on connaît ça sur les réseaux sociaux, et c'est exactement la même chose dans le monde politique, ça va être la même chose dans le monde publicitaire, c'est la même chose effectivement, ça s'étend petit à petit. Donc on admet que oui, ça fait pas de mal de pouvoir dire quelque chose du moment qu'on a des likes, du moment qu'on a des retweets. Et ben, vous voyez un petit peu le problème. Et là, l'IA va être une pompe à fake news, à fake en général d'ailleurs, pas seulement fake news, juste des images qui sont fabriquées, on en voit en ce moment d'ailleurs. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On a parlé ce matin de normes, de lois. Je voudrais revenir sur un point que tu as commencé à évoquer, qui est sur l'éthique. Qui fait partie aussi des grands sujets qui sont évoqués aujourd'hui. Et j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu le sujet. Déjà, c'est quoi l'éthique ? L'éthique est intimement liée, et vous parliez de définition. Quelle est la définition de l'éthique ? C'est la première fois qu'on me pose la question lorsque j'interviens pour une conférence.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous parle de l'éthique, et je vous remercie, parce qu'en fait, l'éthique aujourd'hui, et je vais vous répondre, ça vient de, et ça sera ma seule définition, qui doit être une définition, j'allais dire, internationale, humaine, et qui n'est pas une définition européenne, ou une définition africaine, ou une définition chinoise, une définition américaine. L'éthique, ça vient du grec ethos, qui veut dire manière d'être. À vous de savoir, et on est tous des hommes, tous des êtres humains, qu'est-ce qui anime l'homme dans son humanité. Ibrahima, toi qui es expert aussi aux Nations Unies, cette notion de règles et d'éthique mondiale, internationale, elle n'est pas utopique ou simplement un prisme qui est le regard de Français ou d'Européens qui chercherait à imposer un regard sur le sujet? Oui, les travaux que nous faisons aux Nations Unies, c'est sur la normalisation, la standardisation pour tout ce qui touche le digital. Maintenant, la question d'éthique et de morale est une question très, très intéressante. Moi, je l'aborderai en disant qu'on adhère à une éthique, mais on est nourri par une morale. Et ce qui fait que les différentes régions du monde vont se retrouver sur tout. Et moi, je donne toujours un exemple, un bébé qui vient de naître. Si vous lui tendez un doigt, il vous prend la main, qu'il soit japonais, sénégalais, jamaïcain, quoi que ce soit. Ça veut dire que naturellement, il est ouvert à faire confiance. Après, nous avons nos sociétés qui construisent, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. On construit des méchants et des gentils. Mais c'est les sociétés qui construisent, ce n'est pas les individus, parce que l'être humain, il a peur, c'est normal. Il est conditionné pour se protéger lui-même. Et nos sociétés ont des manières de construire la peur de sorte à ce que nous soyons finalement tous différents les uns des autres, alors qu'en réalité, nous sommes pareils. Mais nous avons été fabriqués par des sociétés. Mais qui a fabriqué ces sociétés? Ça, c'est la grande question. On ne le sait pas. Parce que nous sommes tous issus de sociétés que nous avons trouvées et nous n'avons jamais interrogé les fondations de ces sociétés. Et c'est pour ça que l'évolution des sociétés, puisqu'on ne connaît pas leur architecte, leur évolution également, elle va être très différente les unes des autres. Et lorsqu'on revient sur la question de l'éthique aujourd'hui, par rapport à l'intelligence artificielle, pour moi, on parle d'une chose, en fait, creuse. Je ne vois pas pourquoi on parlerait d'éthique dans l'intelligence artificielle, alors que l'intelligence artificielle est le moteur de quelque chose. Et c'est quelque chose-là sur lequel il faut avoir une éthique. On a parlé tout à l'heure des informations, par exemple. C'est ces choses-là aujourd'hui. Mais la machine qu'il y a derrière, aujourd'hui qu'on ait une machine, un moteur diesel ou qu'on ait un moteur électrique, etc., ça ne change pas que la voiture, son but, c'est de transporter. Et donc, tant qu'on n'a pas changé le but de la voiture, ce qui se passe à l'intérieur est très intéressant. Mais pour celui qui utilise, au-delà du fait qu'il peut avoir... voilà, lui, il dit « je vais être green ». Pour mon ami Laurent, j'ai parlé du green. Certains vont avoir la conception qu'il faut faire un usage responsable des ressources de la planète. D'autres vont se dire qu'il faut faire un usage égoïste tant que les lois le permettent. Aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui dit que lorsqu'un bus s'arrête, ceux qui descendent sont prioritaires sur ceux qui montent. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un texte. C'est naturel. Mais demain, vous allez le voir, moi je le vois d'ailleurs avec les jeunes, hein, de plus en plus, les gens ils montent sans regarder ceux qui descendent. Pourquoi? Parce qu'en effet, il n'y a pas de loi qui le dit. Donc la culture de l'individu qui gère ses intérêts, elle est primordiale sur le reste. Et donc, comment corriger toutes ces sociétés qui sont diverses? Il faut repositionner l'être humain. Et c'est l'exercice peut-être le plus difficile. Aujourd'hui, nous avons des gouvernements que nous élisons. Le rôle des gouvernements, ce n'est pas de refaire la société. Et donc, c'est pour qui le rôle de refaire la société? Est-ce que le modèle dans lequel nous sommes aujourd'hui est un modèle qui est viable? Moi, je m'interroge beaucoup. Hein, au-delà de tout ce que vous dites, je m'interroge beaucoup sur ces questions de... Mais en fait, on est là pourquoi? La dernière conférence que j'ai faite il y a une semaine, vous me permettrez très rapidement de dire comment j'avais un peu analysé le cours d'une vie. Je disais à 10 ans, on s'amuse. À 20 ans, on étudie. À 30 ans, on travaille. À 40 ans, on réfléchit. À 50 ans, on agit. À 60 ans, on transmet. À 70 ans, on vit. C'est ça, en fait. Ça veut dire que la partie... Ça aurait pu être le mot de la fin, tu sais ça. Ben, tu sais, voilà. Voilà. Mais on vit à 70 ans et plus, hein. Je ne m'arrête pas à 70.
Voilà, je sais, comme d'habitude, je vous apporterai toujours plus de questions que de réponses. Selon les cultures, qu'est-ce qui est le plus important entre un enfant ou une personne âgée? Et là, l'éthique que l'on pourra construire sera certainement fortement liée à notre culture. Mais avoir une IA dont on ne maîtrise pas les règles parce qu'elle a été élaborée, pensée par un prisme culturel particulier, en tant que pur utilisateur sans avoir la possibilité de mettre les mains dedans, eh bien, ça veut dire qu'on est dépendant d'une éthique et de règles qui sont créées par quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, moi je voudrais rebondir là-dessus, c'est qu'il y a des mots qui reviennent depuis que l'IA arrive, l'ego, la suprématie, mais à quelle fin? Et il y a un mot que j'aime bien, une matière qui est pour moi essentielle, c'est la philosophie. Et quelle est la sagesse et l'amour, hein? Quelle est la place de l'humain dans tout ça? Et grâce à ChatGPT, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais c'est pas que ça, hein, l'IA. On est tous d'accord pour que ce soit un aide à la décision, c'est un outil. Et il faut donner les moyens à l'humain qui maîtrise cet outil pour ne pas en subir les conséquences. En revanche, quand je vois les utilisations d'IA, notamment dans les réseaux sociaux, pour nous vendre, c'est du marketing à très haut niveau, mais à quel but? D'être les plus riches de la planète, et pour faire quoi? Et pour oublier la plupart de l'humanité. On le voit, les suprématies, c'est de la géopolitique aujourd'hui entre les Chinois et les Américains, parce que l'Europe, elle n'existe pas, on est une colonie aujourd'hui. Je suis désolé, moi je le dis, je mets les pieds dedans. Ce matin, on en a parlé aussi. Quand vous dites, OK, ils sont les plus riches de la planète, et tu penses déjà aller sur une autre planète. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Et ce que j'aime dans cette nouvelle jeunesse, nos parents, nous, on commence à changer, mais moi je vois mon père, il a travaillé, il continue à travailler depuis 45 ans dans le même métier, il n'a jamais changé de métier. Et il travaillait pour faire vivre sa famille. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui arrivent, qui me disent, Jérôme, moi je veux travailler que 2 ans parce que je veux faire le tour du monde. Ben, ça, c'est de la vraie vie. Et ça, j'aime. Parce qu'on se dit, ils ont un changement de mentalité qui est assez intéressant. Le travail n'est plus une finalité en soi, c'est un moyen de. Et donc, c'est la bonne question, et tu parlais d'éthique multiculturelle, on en parle beaucoup, c'est savoir comment considérer les autres en fonction de ceux qui voudraient qu'on les considère, et en fonction de leur tradition, de leur religion, de toutes ces choses-là. C'est d'une complexité incroyable. À l'Institut européen, on y a travaillé, on y travaille encore, on n'a pas toutes les solutions pour l'ensemble de l'humanité, mais on a des points de convergence qui sont importants. Mais la place de l'humain dans tout ça revient, et elle revient essentielle. Qui je suis, pourquoi, à quelle fin? Et qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte des pouvoirs qu'a Apple. Et derrière, ils peuvent mettre des millions d'euros, des milliards sur une nouvelle IA. Et nous, on fait quoi? Par contre, on a des talents. Et c'est là qu'il faut mettre les talents en avant. Il faut donner les moyens et les outils pour faire en sorte de faire émerger ces talents-là et de trouver des nouvelles solutions qui soient au service de l'humanité. Et c'est ce pourquoi nous nous battons. Et nous essayons de donner les moyens à chacun de se former et de trouver la place, de répondre aux problématiques. Dans tous les pays, les problématiques, des fois, on me dit, Jérôme, qu'est-ce que je pourrais trouver comme logiciel, comme application pour être riche? Trouve la solution à la guerre, aux maladies. J'ai dit, là, tu vas devenir riche. Mais les solutions, il en existe plein. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux être heureux? C'est quoi le bonheur? Et toutes ces questions-là, on en revient à l'éducation même des enfants dans les écoles. Parce que, comme tu le disais, Ibrahima, c'est de l'éducation. Et l'éthique, c'est de l'éducation aussi. Alors moi, j'ai appris, les dames âgées ont laissé la place, etc. Aujourd'hui, on le voit de moins en moins, ça. Parce qu'on est dans un monde qui va trop vite, etc. Donc voilà. C'est une... Allô? Si, celui-là... Donc, ça me fait une transition... Une question? Non? On fait à la fin. En premier. Alors, on a deux premiers. On a beaucoup parlé justement de l'impact sur l'humain. Et on voit que ces questions sur les technologies, ça nous amène en premier à faire ressortir peut-être des sujets qui nous concernent directement en tant qu'être humain. C'est une première remise en cause. J'aimerais là qu'on aborde un autre sujet qui est l'univers de l'entreprise. Parce que l'IA et les technologies, ça nous bouscule en tant qu'individus.
ça nous amène à repenser en même temps notre rôle, notre mission aussi sur la Terre et dans la société. Caroline, comment ça se passe en entreprise? Parce que là, à la fois les technologies, les IA, et on voit cette accélération depuis 1 an avec l'IA générative, et contrairement à la thématique de l'année dernière, qui était le métavers, où là, les gens s'y intéressaient, mais le problème, c'est qu'on ne savait pas bien ce qu'on allait en faire. La technologie était difficilement compréhensible. Et les dirigeants d'entreprise se disaient, bon, j'ai raté les précédentes révolutions, est-ce que je vais prendre le risque de rater celle-là? Mais en fait, je ne comprends pas à quoi ça va servir. Et est-ce que je vais gagner de l'argent? On constate que depuis 1 an, l'IA générative, mais elle parle aux actionnaires, elle parle aux dirigeants, elle parle aux managers. Pourquoi? Parce que tout de suite, le tiroir caisse. La performance que je vais pouvoir augmenter, les économies que je vais pouvoir réaliser. Donc là, il y a peu d'entreprises, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont tilté et qui commencent à se plonger sur le sujet. Oui, alors il y en a déjà qui s'y plongeaient depuis très longtemps. Comme on disait, c'est pas l'IA générative. L'IA, ça fait pas 1 an que ça existe et ça fait pas 1 an que c'est utilisé dans les entreprises. Et on a eu des bons exemples, hein, tout ce qui est recommandation de produits pour le marketing, les chatbots à l'ancienne qui sont déployés sur les sites et qui fonctionnent 1 fois sur 2. Mais globalement, il y en a déjà partout. Enfin, je veux dire, depuis des dizaines d'années, il y a de l'IA partout. Et comme on disait ce matin, hein, l'IA, si vous n'entendez pas parler, c'est parce que vous avez identifié une fonctionnalité qui sert à quelque chose. Tant qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on dit c'est de l'intelligence artificielle. Comme ça, c'est facile, c'est le truc fourre-tout. Et après, on s'invente des fantasmes autour de ça. Aujourd'hui, en entreprise, il y a quand même des grands plans d'éthique, parce que, disait Sandrine chez DocaPost, il y a des comités éthiques. Dans les grosses structures, il y a des comités d'éthique qui sont mis en place, non pas... un peu à cause de l'IA, parce qu'il a fallu se pencher sur son usage et tout ce qu'on en entend autour, parce qu'il y a aussi la faute aux journalistes qui créent des fantasmes autour de l'intelligence artificielle, les collaborateurs en entreprise qui flippent, qui n'ont pas envie de l'utiliser, qui ont peur qu'on remplace leur travail. Donc il y a quand même des choses dont les entreprises prennent conscience par la force des choses, si on peut dire, et du coup ils sont obligés de mettre en place, mais à bon escient, hein, des comités éthiques, des chartes éthiques. Et ils l'utilisent, tu as raison, pour le profit. Mais c'est normal, la concurrence, le besoin d'augmenter son chiffre d'affaires, le besoin de sortir du bois. Enfin, aujourd'hui, on voit les entreprises, elles déploient en interne, des grosses, hein, j'entends les petites, c'est plus compliqué, des plans stratégiques de déploiement de l'IA dans toutes les BU de l'entreprise. Mais c'est normal, on ne peut pas rester à la traîne sur ces sujets-là. Mais on le fait en conscience, avec des définitions des risques des systèmes qu'on met en place, et je préférerais quand même insister là-dessus. Pas de l'IA en tant que telle. On l'a dit, l'IA, c'est une technologie. L'IA, elle ne va rien faire de mal. C'est la façon dont on se l'approprie soi-même, comme les nouvelles technologies depuis toujours. L'IA, elle ne va pas sortir de son chapeau et soudainement tous nous assassiner, sauf si quelqu'un a décidé de l'employer à mauvais escient. Donc en gros, quand on met en place en interne des comités éthiques, c'est pour se poser la question de est-ce que le système que j'ai envie de mettre en place respecte les fondamentaux éthiques de mon entreprise et sa moralité et son objectif. Si l'entreprise elle a des mauvais objectifs, elle va produire des systèmes d'intelligence artificielle qui seront mauvais, qui seront probablement interdits dans les AI Act, et c'est tant mieux, et on pourra remédier à tout ça. Dans les plus petites entreprises, il y a un plus gros problème. Nous, on copilote pour la région Île-de-France un dispositif de financement à destination des PME. PME, ETI, c'est vraiment le sujet. Donc TPE, PME, ETI, c'est le sujet en France, c'est le sujet en Europe. Aujourd'hui, si on veut que l'Europe soit forte en IA, il faut que l'ensemble de ces entreprises-là puissent se l'approprier. Donc il y a des grands plans de financement pour aider ces entreprises à passer à l'IA. Nous, ce qu'on fait quand on discute avec les PME, c'est non pas dire faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est complètement ridicule. Des fois, on peut prendre une pauvre règle à 3 balles et on arrive à faire la même chose. Non, là, l'idée, c'est de se dire où sont vos enjeux d'entreprise, où sont vos pain points, où est la concurrence, où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos objectifs. Une fois qu'on a défini 1 ou 2 projets comme ça, vraiment, qui va transformer l'entreprise, qui va avoir du ROI, parce que quand même, les entreprises, elles ont besoin d'avoir ce retour sur investissement, quelle que soit leur posture. Elles peuvent être RH, elles peuvent avoir une volonté de développement durable, mais elles peuvent avoir une volonté très économique. Mais c'est quoi son objectif ?
Une fois qu'on a identifié ça, est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'intelligence artificielle à cet endroit-là ou est-ce que, en gros, la question c'est, mais faire un projet d'IA, c'est coûteux. Alors dans le pack IA, c'est bien, c'est que c'est des projets de 3 mois, budget max 37 000 €. Comme ça, déjà, on démystifie un peu le truc. On se dit, c'est pas forcément des projets de 10 ans, tunnel, data lake et tout le tralala. On peut faire des choses à fort ROI sur une courte période à petit budget. Mais quand même, pour une PME, mettre la moitié, puisque c'est financé à moitié, 18 500 €, ça a un coût. Donc la deuxième question qu'on leur pose, c'est sur les X projets qu'on vient d'identifier, sur lesquels vous êtes prêt à mettre 18 500 €. Parce que si c'est juste pour s'amuser, ça ne sert à rien. Une fois qu'on a identifié ça, hop, on y va. Et là, on leur fait mettre les mains dans le cambouis. Alors, ce n'est pas elle qui développe l'IA, on les met en relation avec un prestataire de confiance qui va être agile, qui va les former, qui va leur montrer que faire un projet d'IA, c'est facile. Facile. Normalement, à terme, c'est facile. Et ça marche. Et à la fin, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'ils sont contents et ils sont surpris parce qu'en fait, ils s'imaginaient que c'était quelque chose d'extrêmement complexe. Mais si on va chercher la petite fonctionnalité, cœur de cible, cœur business, et bien là, on va arriver à démontrer qu'avec de l'IA, mais l'IA, c'est une brique informatique, donc c'est tout simple. Et une fois que c'est mis en œuvre, hop, on voit la valeur ajoutée. Et après, on se dit, OK, maintenant, j'ai compris vraiment ce que c'était et je peux continuer à en mettre un petit peu partout. Mais donc, c'est les mêmes problèmes que le numérique, fois peut-être 100 000, parce qu'il y a beaucoup plus de buzz autour de ça et que ça va très, très vite. Mais à la fin, ça a aussi les mêmes avantages que de se numériser. Et de toute façon, par exemple, nous, on n'accompagne que des entreprises qui ont déjà commencé leur numérisation. Puisqu'en général, il faut de la donnée, il faut des systèmes informatiques dans lesquels intégrer l'IA. Donc, c'est plutôt celles-là qui vont avancer. Et après, il y a toutes les solutions sur étagère qui existent déjà et qui embarquent de l'IA. Et là, hier, par exemple, je parlais à une petite boîte qui s'appelle iPadsat, qui fait une solution pour les experts comptables et les TPE avec de l'IA dedans. Il y a de l'OCR, du traitement des factures et tout. C'est hyper pratique. Ça, on s'en rend même plus compte finalement qu'il y a de l'IA dedans. Mais quelque part, cette solution, elle existe parce qu'ils ont mis en place de l'automatisation à l'intérieur de cette plateforme. Et des fois, on se dit, au lieu de réinventer la roue, utilisez ça, et hop, c'est bon. Vous allez pouvoir commencer quelque part à utiliser l'IA dans votre entreprise. Sur les entreprises. Oui, je t'en prie. Oui, pour un côté positif, il faut être positif. Les hôpitaux, en fait, par exemple, le label garantie humaine, donc la loi sur la bioéthique. D'accord, dans la loi sur la bioéthique, l'article 17 de mémoire, a introduit les premières notions de garantie humaine dans le secteur de la santé. Mais c'est une révolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement, je prends l'exemple en traumatologie dans les hôpitaux, alors Ethikia a reçu le premier label effectivement avec les hôpitaux de Paris et le Digital Hub justement et une norme spec qui va bientôt voir le jour, où vous êtes labellisé garantie humaine. J'explique, ça s'appelle, en fait, c'est de la supervision de la conception, c'est de la supervision humaine qui va de la conception de l'outil, en fait, de l'outil, et qui est construit sur mesure et modulé en fonction des besoins. Et il y a une explicabilité, une transparence jusqu'à ce que vous discutez avec le patient. En traumatologie, un des points fondamentaux grâce à l'IA, en radiologie, dermatologie et tout ce qui est lié, aux soins dentaires, etc. En traumatologie, en France, dans les hôpitaux, vous avez un manque de praticiens, vous avez soit trop de monde dans les urgences, et vous avez des régions qui n'ont pas accès, effectivement, à des hôpitaux parce qu'ils sont en plein milieu encore de la campagne et que malheureusement, il y a une désertion à ce niveau-là. Eh bien, grâce au système d'intelligence artificielle, vous allez non seulement dans les hôpitaux et dans les urgences gagner une heure à 2 heures pour les patients, c'est pas négligeable lorsque vous avez une fracture, et vous allez permettre aussi aux praticiens hospitaliers, lorsqu'il est surmené, de pouvoir, au lieu d'avoir 2 avis, et écoutez, ce que je dis est hyper important, c'est pas l'IA qui va prendre la décision. Normalement, vous avez 2 avis pour regarder s'il y a bien une fracture ou pas. Là, vous allez avoir que l'avis du praticien, mais grâce au système d'intelligence artificielle, elle va mettre un point donné. Et là où l'erreur humaine existe, parce que, encore une fois, les praticiens hospitaliers, quand ils ne dorment pas pendant 48 heures, qu'ils ont un cliché, qu'il est 4 heures du matin, qu'on leur gueule dessus, je suis désolée, à un moment, ils peuvent passer à côté d'une fracture. Le système d'intelligence artificielle, elle ne passera pas à côté de cette fracture. Et elle va mettre un gros point en disant
Non, je vous vois hocher la tête. Je parle bien sur de la traumatologie, monsieur. Je ne parle pas sur du cancer, parce qu'on parle souvent, et c'est l'IA prédictive. Et malgré tout, vous pouvez détecter des cancers du sein 4 ans avant, grâce à l'IA prédictive. Mais sur ce point-là, en revanche, vous avez le petit point vert qui va dire, attention, là, il y a une fracture. Et du coup, peut-être qu'elle peut se tromper, mais pour éviter qu'elle se trompe, là, le médecin va regarder le cliché et va dire, ah bah oui, il y a une fracture, donc suite. Vous voyez, donc il y a quand même dans l'IA, dans les entreprises privées et dans les hôpitaux, dans les cliniques, il y a quand même des points plus que positifs. J'appuie, enfin, je suis là. Et je rejoins ce que tu disais très justement, c'est aujourd'hui on pointe du doigt, on a peur, mais ça fait 30 ans qu'on utilise tous de l'intelligence artificielle sans s'en rendre compte. Maintenant, et c'est normal que le business soit aussi un leitmotiv pour les entreprises. Si vous pouvez utiliser de l'IA non-stop de manière, j'allais dire, positive et éthique, mais faites-le. Faites-le. C'est que du positif et c'est normal qu'elles veulent se concurrencer et faire de l'argent. On ne peut pas leur reprocher aujourd'hui de vouloir faire de l'argent grâce aux intelligences artificielles. Caroline, tu parlais du déploiement de l'IA en entreprise, Oui. surtout sur l'aspect financier. Est-ce que tu constates un changement par rapport au collaborateur ? Oui, en fait, la perception du oui. collaborateur, de son métier, de son expertise, de ce qu'on appelle les hard skills, donc ces compétences techniques, où là, on dit, en fait, il y a une machine qui va faire ton truc, et comme on t'a mis dans une case depuis 20 ans parce que tu es expert sur ce sujet, aujourd'hui, ton travail, il est fait par quelqu'un d'autre. Oui, par quelqu'un d'autre, comme on disait ce matin, qui sait utiliser le numérique et l'IA. Non, mais... alors, du point de vue financier, je veux quand même rejoindre ce que dit Sandrine. Les entreprises, par exemple, qui sont au hub, elles ne sont pas toutes à essayer... Enfin, si, elles sont toutes à essayer de faire du business, c'est normal, mais elles ne sont pas toutes à vocation d'essayer de pousser des produits à la noix aux gens. Hein. On a qui travaillent sur de la réduction des coûts, pour eux aussi, du bien-être des collaborateurs, hein, puisqu'on a aussi pas mal de projets qui sont sur les RH. Donc ça... Bon, pas tout à fait ta question, mais disons qu'il y a quand même aujourd'hui pas mal de solutions d'IA qui d'ailleurs en plus vont passer sous le coup de la réglementation parce qu'elles touchent à l'humain. Mais il y a des BU RH qui utilisent aujourd'hui des systèmes d'IA pour le suivi des collaborateurs, pour détecter le turnover, pour vérifier que tout le monde est bien au travail. Donc il y a un côté positif aussi là-dedans, même si c'est pour limiter les coûts, parce que recruter des nouvelles personnes, forcément, c'est coûteux. Mais quelque part, c'est aussi dans une bonne démarche. Pour essayer de répondre à ta question, oui, il y a des gens qui ont peur de se faire remplacer par de l'IA. Il y a des boîtes qui virent des gens en se disant que ChatGPT, c'est plus efficace que des humains. Bon, après, comme on dit, c'est une question d'éthique aussi personnelle de l'entreprise. Je veux dire, l'IA, elle y est pour rien, la pauvre. Elle n'a rien fait, elle n'a rien demandé. Elle n'a pas dit, je veux virer tout le monde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste là-dessus. Oui, ça peut être risqué, mais comme on disait, c'est parce que ça va vite. Mais on a transformé les métiers. Quand on a vu arriver Office, quand on avait notre stylo et qu'on faisait de la sténo et qu'après on a eu des machines à écrire, et puis qu'après on a eu des ordinateurs, on a transformé nos métiers, tous. Aujourd'hui, mes potes informaticiens, moi je code plus, j'ai de la chance, mais en fait ils flippent aussi quelque part, parce que finalement c'est les premiers touchés, parce qu'on génère du code hyper facilement avec ChatGPT. On va tous devenir des débiles de l'informatique. Et moi, mon métier, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à être ingénieur et docteur en IA, je codais les algorithmes qui sont sur des plateformes aujourd'hui disponibles. Je veux dire, le métier de coder un algorithme d'IA, très peu de gens le font. Tout est disponible. Donc, quelque part, ceux qui sont en train de travailler sur ces technos sont les premiers touchés par ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pas grave, on transforme nos métiers. On a eu des data scientists qui sont arrivés, qui se sont mis à manipuler de la donnée, qui ne comprenaient plus rien aux algorithmes qui étaient derrière. Bon, on évolue. Et je pense que chacun, quelque part aujourd'hui, le risque, c'est de se voiler de la face et dire demain, l'IA, comme d'autres hivers, ça va disparaître et donc j'ai toute ma place si je ne m'en intéresse pas. Le risque, c'est ça. En fait, aujourd'hui, ce qu'on dit aux entreprises, c'est, on l'a dit déjà ce matin, c'est sensibilisez-vous, acculturez-vous, formez-vous, essayez de comprendre à quoi ça sert. Pas besoin de savoir coder. Pas besoin de savoir brancher son API d'IA. On s'en fiche, en fait. C'est vraiment d'en comprendre les concepts pour ne pas se faire rattraper et dépasser par ceux qui savent l'utiliser.
mais comme à l'époque de l'arrivée de toutes ces technos numériques. Jérôme, il me semble que toi, tu travailles sur ces sujets, justement, de pouvoir accompagner l'humain par rapport au déploiement d'IA ou de technologie. Est-ce que tu peux partager avec nous ? Déjà, c'est de savoir la question fondamentale, qui je suis, quelle est ma mission de vie, ma vocation de vie, quelles sont mes appétences, mon génie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc on s'est basé sur la philosophie de vie japonaise, l'ikigai, qui te permet de connaître, on s'est rendu compte à Okinawa au Japon qu'il y avait le plus grand nombre de centenaires. Et donc c'est l'ikigai. Et on a réfléchi avec 2 professeurs, un du MIT sur les neurosciences et un de psychologie cognitive de Berkeley, de se dire comment on pouvait mettre des tests psychométriques, psychotechniques, etc., qui fassent ressurgir quelles sont ma mission de vie, une photographie de chacun d'entre vous, de savoir qui vous êtes. Parce que la question fondamentale, elle est là aujourd'hui, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde, etc., et de vivre le plus longtemps heureux et d'être le meilleur possible. Et on a créé le Genius Game sous forme de jeu. Donc il y a de l'énéagramme, il y a du MBIT, etc. Et ça a été là notre force. Et aujourd'hui, quand on fait une photographie de cette personne-là, elle sait ses talents, etc. Et en fonction, on peut la diriger grâce à une IA sur les métiers, voilà les métiers qui te correspondent. Voilà les métiers où tu peux aller. Et je pense que ça reprend du sens. On a créé aussi une plateforme de formation où on travaille à l'AFPA, on travaille à des écoles, on travaille à l'Université Mohamed Ier. Enfin, on a plus de 300 et quelques métiers aujourd'hui et qui sont certifiés et qualifiants, ce qui est important. Et l'idée, c'est de se dire, bon, le comptable, ce que tu disais tout à l'heure, qui va perdre son emploi par rapport, il saisissait les factures, demain, il a des compétences, mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Est-ce que c'était valorisant pour lui de rentrer tous les soirs, de dire, j'ai fait 1 million d'euros sur un saisie facture, c'était pas trop valorisant. Par contre, je crois que moi, l'IA va ramener l'humanité à l'essence même de ce qu'elle est. C'est-à-dire, c'est la communication, c'est l'entre-nous. C'est dans le coaching, etc. Et mon ami Ibrahima qui est là est un excellent coach et on partageait les mêmes idées, les mêmes valeurs. Et je lui disais tout à l'heure, le temps qu'on va gagner, on travaille avec le ministère de l'Éducation du Maroc, qui me disait, mais Jérôme, 80% des bacheliers, ils ne savent pas dans quel domaine d'activité aller. Nous, on va les diriger grâce à ça. On aura une photographie et grâce à ça, on va pouvoir leur dire, voilà où tu peux aller. Et ça, il faut mettre l'IA, c'est un outil, il faut le maîtriser. Donc on a parlé d'éducation, sensibilisation, acculturation, formation. Moi, je vois plein de dirigeants qui viennent me voir, Jérôme, je veux mettre de l'IA chez moi. Pourquoi faire ? Pour gagner des sous. Ouais, c'est bien, mais dans quel but ? J'ai formé au Togo les journalistes et les patrons de presse. J'ai démontré avec le retour sur investissement que le métier de journaliste, c'est les faits. Rien que les faits. Donc c'est d'aller à l'encontre des populations, etc. Et du coup, ils vont améliorer leurs relations avec leurs lecteurs, etc. Et qui va augmenter leur chiffre d'affaires. Mais le journaliste a toute sa place. Par contre, il va gagner du temps dans la rédaction. Et il faut l'aider à utiliser ce ChatGPT, cette IA générative, pour bien l'utiliser et savoir comment la maîtriser. Et là, le métier a du sens. Et il y a des études qui prouvent qu'on augmente le chiffre d'affaires grâce à ça. C'est une excuse aussi, l'IA, pour licencier. C'est une excuse, c'est facile. Aujourd'hui, j'en connais plein qui le disent, on licencie parce que l'IA va... Non, il y a d'autres choses derrière. Mais se repositionner sur l'individualité, on a tous des talents. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de vous mettre en lumière votre talent et avec l'IA, de vous diriger sur les métiers dans lesquels vous épanouirez le plus. Par contre, il y a un changement de paradigme. On ne va plus faire le métier pendant 40 ans. Caroline l'a dit, on va se former sans cesse. Le métier qu'elle faisait il y a 20 ans n'est plus le même qu'aujourd'hui. Moi, je travaillais dans l'hydrogène auparavant. Aujourd'hui, dans l'IA, les métiers ont évolué. Mais il faut maîtriser cette évolution et il faut être acteur de cette évolution-là. Donc, c'est à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de vous prendre en main et de vous former. Et il y a des outils pour ça aujourd'hui, il y a des formations pour ça. Et ça, c'est la base. Comment est-ce qu'on peut préparer les futures générations, les jeunes générations à ces mutations que nous, un peu plus âgés, percevons et on a un peu plus de recul parce qu'on a connu les différentes périodes. Comment est-ce qu'on peut faire ? Les écouter. Parce que moi, je ne sais pas ce qu'elles veulent si je ne les écoute pas. Donc la première chose, j'ai joué au rugby et je me souviens un jour, on m'a dit qu'est-ce que tu as appris le plus au rugby ? On parle de respect, en plus c'est l'air du temps. Hein. Je crois qu'on accueille une Coupe du Monde, que j'espère qu'on va gagner. Et je crois qu'on va gagner. Et derrière, en fait, on écoutait l'un, on écoutait l'autre.
On s'écoutait tous ensemble et on avait appris à se connaître. On disait « Ah, mais t'as un sixième sens, tu sais qu'il arrive là. » Ben non, parce qu'on a appris à s'écouter, à savoir qui nous étions. Chacun a son rôle, mais un rôle bien spécifique. On ne va pas prendre la place de Dupont. On va le prendre parce qu'il est par terre. On va faire notre point de fixation. Mais ce qui est important, c'est de l'écoute, de savoir comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils attendent. Et c'est à nous de créer les outils, de créer des formations. On a créé un observatoire de l'intelligence au service de l'humanité en Afrique, avec des doyens, avec des ingénieurs pédagogiques. On a l'AFPA qui participe aussi avec nous. Le Roi du Maroc met beaucoup d'investissements sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est de se dire 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est de les encadrer le plus rapidement possible, de créer des parcours pédagogiques et de formation pour qu'il y ait un métier derrière. Et c'est ça qui est important. En revanche, ça va tellement très vite aujourd'hui qu'il faut suivre. Et on est trop en retard. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet observatoire-là, c'est pour ça qu'on a pris les meilleurs pour s'allier avec eux et pour faire en sorte qu'on trouve des solutions et qu'on leur donne les solutions, mais c'est à eux de nous dire ce qu'ils veulent. Ma fille, elle a 9 ans. Je flippe pas du tout pour elle vis-à-vis de l'IA et du numérique, machin, tant que je lui explique les dangers de ce qu'elle pourrait utiliser. Alors, elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas la pauvre, elle pleure. Mais non, enfin, voilà. Et alors, l'année dernière, elle était en CM1 et elle a fait un exposé à toute sa classe sur l'intelligence artificielle. Et la maîtresse, elle était « wow, je vais aller comprendre ». Et donc, on l'a travaillé ensemble. Et puis, du coup, elle a compris ce que c'était. ChatGPT, ça l'a bien fait marrer. Et je pense que c'est ça qui est important. En fait, elle a expliqué avec ses mots à ses copains ce que c'était que l'intelligence artificielle. Au CM1, c'est pas mal. Ils se posaient peut-être 2-3 questions parce qu'ils avaient entendu parler de ChatGPT à la télé ou les parents qui commençaient à flipper. Là, j'ai vu qu'il y avait un Astrapi qui sortait sur l'intelligence artificielle là, dans 2-3 jours. J'ai une collègue qui l'a reçu, elle était trop contente. Mais donc, les enfants, en fait, ils vont s'adapter. Enfin, je veux dire, ils sont déjà dans le numérique. Nous, on est des vieux cons pour eux. Enfin, genre, nous, on n'avait pas d'ordinateur. Quand j'explique à ma fille que j'avais un modem qui faisait et qu'il fallait 3 heures pour se connecter, alors qu'elle elle râle quand elle n'arrive pas à appuyer sur une touche de mon Mac. Enfin, je veux dire, ils sont dans leur vie à eux. Enfin, nous, on ne peut pas non plus transposer nos peurs à nos enfants là-dessus. Par contre, je pense que Sandrine, elle a vraiment raison. Enfin, par contre, il ne faut pas éluder toutes ces questions des risques, des usages du numérique et ce que l'IA peut introduire en plus. Et je pense que c'est à nous, parents, effectivement, et de les sensibiliser à ça. Et nous, peut-être en étant des vieux cons, on a la chance d'avoir un peu de recul là-dessus. Parce qu'on a été dans un monde où il n'y avait pas tout ça. Et donc, on peut plus facilement peut-être identifier les risques, je me dis, que ceux qui sont déjà noyés là-dedans depuis leur naissance et qui, du coup, ont pris le pli que tout ça, finalement, ce n'était pas risqué. Et donc, c'est à nous de transmettre ça au fur et à mesure pour que nos enfants puissent vivre sereinement dans un monde où il y aura de plus en plus de technologies. Ibrahima, toi qui accompagnes le gouvernement sénégalais sur la transformation digitale, est-ce que cette dimension humaine, que ce soit du collaborateur ou de l'être humain, c'est quelque chose que vous intégrez? Et si oui, de quelle manière? Dans les premiers efforts de transformation digitale que nous avons effectués au Sénégal, la principale peur, c'était la perte d'emploi. À l'époque, il fallait dématérialiser tout le processus import-export. Et ça fait 20 ans à peu près. Hein. Et moi, l'argument que je donnais, c'est qu'il n'y a pas de destruction d'emploi en réalité. Il y a de nouvelles qualifications qu'il faudrait avoir. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend compte plus ou moins. Mais par contre, ce dont on parle est peut-être plus rapide. Moi, c'est surtout la vitesse. Parce qu'à l'époque, il nous a fallu 3 ans pour faire un projet. Je pense qu'aujourd'hui, les projets, c'est 6 mois. On a changé de référence en termes de délai. Aujourd'hui, une entreprise peut se passer de son personnel pour avoir plus de productivité. Mais elle ne pourra jamais se passer de ses clients. Et donc, l'effort, il est sur l'humain parce que le client, même quand on est dans le B2B, le B a derrière lui des clients consommateurs. Donc, l'effort, il est quelque part sur nous. Aujourd'hui, on peut facilement mettre un algorithme qui fera en sorte, avec une intelligence artificielle, qui va faire la combinaison des informations qui existent et de mon comportement. Parce que ce qui est dangereux avec l'IA, c'est que l'IA connaît mon comportement. Avant, il peut savoir juste comment ça marche, mais il sait qui je suis. Et quand je lui dis, je veux réserver un billet d'avion, ben, il peut me donner le billet d'avion qui lui convient parce qu'il a été payé pour, et ne pas donner celui qui aurait été le moins cher pour moi. Il peut même me le masquer carrément ou me masquer tout le reste. Donc, le travail à faire, c'est sur la capacité humaine à juger. Moi, je ramène toujours ça, le jugement. Aujourd'hui, dans les écoles, on ne doit plus rien enseigner, on doit enseigner que le jugement. Le jugement, c'est être capable d'apprécier par rapport à
ce qu'il y a autour. Parce que c'est parasitaire, il faut le dire. On n'est pas libre de nos interprétations, on n'est pas libre de notre raisonnement, on n'est pas libre de nos décisions. Parce qu'on est influencé, ça a toujours été le cas. Mais sauf qu'avant, on n'avait pas sous-traité notre intelligence au point où on l'a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous sous-traité notre intelligence et donc on nous redonne une décision et on l'applique. Et on applique cette décision qui ne correspond peut-être pas ni à notre intérêt, ni à l'intérêt de la collectivité. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire pour pouvoir réconcilier en fait l'humain avec tout ce qu'il a créé autour de lui pour lui faciliter en fait l'environnement. Et vous parliez tout à l'heure d'éthique entreprise. Moi, j'ai une expérience qui va peut-être vous démontrer que l'entreprise, elle est là pour le profit d'abord. J'ai travaillé il y a à peu près 15 ans avec une entreprise française, une grosse entreprise dont je tairai le nom. Et la première chose qu'ils m'ont fait signer, c'est un code éthique. J'avais encore jamais vu ça, ça faisait 200 pages. Alors, on a signé, j'avais pas de référence, j'ai signé, ils ont signé parce qu'ils disent que c'est une boîte cotée en bourse, etc. Le but, c'était qu'eux, ils avaient un client et moi, j'avais un produit. Et qu'on devait aller ensemble faire le business. Et lorsqu'ils m'ont utilisé jusqu'à ce que leurs clients soient convaincus, ils sont revenus avec un autre produit qui était quelque part leur produit qu'ils étaient en train de préparer. Et pourtant, ils avaient un code éthique de 200 pages. Et qu'est-ce que je pouvais faire, moi, face à une multinationale? Je pouvais aller perdre du temps dans les tribunaux ou simplement me rendre compte que j'ai appris une grosse leçon, que l'éthique, ce n'était pas seulement un texte, que l'éthique, c'était bien plus profond parce que moi, j'avais un comportement éthique avec cette entreprise qui, elle, n'en avait pas. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui critique l'éthique, mais il ne faut pas se limiter à une éthique déclarative ou une éthique juste pour embellir les formes. Il faut se dire que profondément, il faut que les êtres humains soient animés d'un sens éthique. C'est le sens éthique des êtres humains qui alimente le sens éthique de toutes les organisations. Donc c'est pour dire que cette question éthique, elle est importante, mais tout ce qui est déclaratif, pour moi, parfois ne suffit pas. Et puis, on sait aussi comment marche la géopolitique mondiale. Vous avez de très grands pays dont je tairai les noms, qui d'habitude... Ils ont été prononcés ce matin avec beaucoup de liberté. Voilà. Lorsque leurs intérêts sont menacés ou même plus ou moins écorchés, tout ce qu'ils ont signé ou tout ce qu'ils ont fait signer aux autres, c'est de la littérature, c'est pour les bibliothèques. Donc c'est pour dire que travaillons sur l'homme, tout est autour de l'homme, parce que sinon on va continuer à fabriquer tout ce que nous faisons. C'est-à-dire un monde qui est complexe. Nous sommes dans un monde très complexe, hein, et je pense que si nous, génération que nous sommes, nous avions la possibilité aujourd'hui de changer des choses derrière, nous l'aurions peut-être fait. Parce que nous savons peut-être les réglages qui n'ont pas été faits à un moment, qui font que nous vivons ce que nous vivons. Nos enfants, je ne crois pas qu'on peut les influencer, elle a parfaitement raison. Moi, je pense que nos enfants, tout ce qu'on peut leur laisser, c'est des outils et des règles. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire ce que sera leur monde à eux. Mais en tout cas, c'est un monde où vraiment, je n'aurais pas souhaité avoir 20 ans. Parce que je pense que ce sera encore beaucoup plus compliqué que ce l'est aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux dire sur le sujet. Alors, merci pour cette transition vers ma dernière question, dernier sujet avant les questions du public. On a parlé là pendant presque 1h30, 2 heures de l'humain. Puis on a parlé un peu d'has-been. Alors est-ce que, en fait, on ne serait pas tous has-been par rapport à cette vision, je suis volontairement provocateur, par rapport à cette vision très humaine, humaniste, comment ça nous amène à changer, par rapport au prisme qui est pris par d'autres acteurs. Le mot a été lâché en début par Dominique sur les libertariens, sur le transhumanisme. Elon Musk, lui, nous dit le seul moyen pour l'être humain de survivre à l'intelligence artificielle, c'est de s'augmenter soi-même par tout moyen. Et il a créé une société qui s'appelle Neuralink et qui est en train de développer des puces à intégrer dans le cerveau pour augmenter l'être humain. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction, mais comme Jules Verne était aussi de la science-fiction à son époque? Est-ce que c'est un avenir qui est envisageable? J'aimerais bien avoir votre sentiment. Je ne peux parler que de sentiment, parce qu'on parle d'avenir, donc c'est un grand point d'interrogation.
Je crois qu'un des problèmes avec cette culture, parce que c'est une culture tout entière qui était à l'origine aussi d'Internet, pour une part, mais qui avait des vertus horizontalistes, coopératives, etc., qu'on continue à avoir dans certains secteurs du numérique. Mais cette culture-là, elle a son versant aussi de l'absence de limite, quoi. C'est-à-dire que par principe, donc absence du droit, absence de toute régulation, évidemment, absence d'État, etc. Donc tout ça, on voit bien tout ce qui est derrière ce type de vision-là. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'éthique en question, puisque précisément l'éthique, pour moi, c'est une compétence humaine qui consiste à être capable de se donner ses propres limites. Il y a les limites de la morale que la société peut fixer, mais se conformer à la morale, c'est pas forcément avoir de l'éthique. C'est être un conformiste, point. Donc, en général, après, on fait même du calcul de risque légaux dans les entreprises pour dire on peut peut-être tricher là parce que ça se verra pas. Et donc là, on dit qu'on fait de l'éthique. Non, ça va, bon, il y en a qui sont un peu dans ce niveau-là. J'ai des noms. Et donc, mais le problème, c'est surtout quand on est capable de s'interdire, de se limiter, etc. C'est le problème qui est posé par toute la question climatique actuellement, et écologique. C'est est-ce qu'on est capable de se limiter ? On est là une culture qui est totalement orthogonale à tout cela. Donc là, on a un vrai problème de qui est capable de reprendre la main là-dessus, à un moment ou à un autre. Donc on dit, à partir de là, c'est les humains ou c'est chacun qui doit se débrouiller, etc. Désolé, il y a des rapports de force, il y a des réalités, il y a des puissances économiques, il y a des enjeux réglementaires qui font que même les États sont pris à la gorge par ces lobbies qui les mettent une pression terrible dans le moindre article du DSA, notamment, mais du DMA aussi, et sur le règlement, sur l'IA Act actuellement, où donc ça pousse, mais c'est terrible. Donc on n'est pas dans un monde de bisounours ou un monde égalitaire avec des gens, tous les individus qui seraient responsables de leur propre comportement. On a des grands acteurs qui sont en jeu dans cette situation-là. Donc comment est-ce que là on est capable de reprendre ça ? Ça veut dire aussi admettre qu'il y a aussi des endroits où il y a des collectifs qui s'organisent, qui sont capables d'expérimenter d'autres choses, dont des entreprises, dont des collectifs de citoyens, dont des hackers, dont des clubs de tout ce que vous voulez, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout cela dans le numérique. C'est-à-dire que sinon, on a effectivement l'opposition binaire entre le monde chinois et le monde libertarien californien. Non, il y a aussi... Et entre tout le reste, tout le monde est pressé. On attend d'avoir une solution de l'Europe qui va mettre des règles là-dessus. Non, il y a aussi comment des citoyens se sont déjà organisés, des utilisateurs. On a des modèles du numérique d'un autre type qui ont donné quand même aussi des géants comme Linux, comme Wikipédia, mais ce n'est pas des géants économiques, oui. Et alors ? Par contre, ils ont solidifié quelque chose de durable pour le bien commun. Donc ça, alors là, il y a des principes éthiques dans cette façon-là de dire non, tout ça, on a mis ça à disposition, comme, rappelons-le, le code d'Internet comme celui du web a été mis à disposition pour tout le monde. Donc tous ces enjeux-là, c'est des choses, c'est là où il y a des choix justement qui sont faits et qui permettraient d'éviter justement les alternatives délirantes que tu évoquais autrement. Parce que le problème, c'est que reprendre en main d'un point de vue philosophique général, ça ne fait pas avancer grand-chose. Le reprendre en main dans les réglementations, tant qu'on est sous la pression extraordinaire de ces très hyper puissances financières que sont ces grandes plateformes, on a beaucoup de mal. Et quand on est tout seul, on n'y arrive pas. Donc il faut entre les deux, c'est ces collectifs-là qui sont majoritairement, à mon avis, les leviers de changement et d'invention de solutions. Et c'est pour ça que j'évoquais des collègues, par exemple, en Suisse, là je connais une entreprise qui s'appelle Estia, qui fait de l'IA générative mais coopérative, où les gens vont essayer de récupérer le contrôle, y compris de leurs données, par exemple, pour les chauffeurs Uber, qui récupèrent leurs données et qui partagent à ce moment-là, ils échangent des scripts, etc. Donc il y a des façons d'utiliser l'IA générative, même pour ça. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont une vraie éthique là-dedans en disant ça ne devra pas servir à ça. Et puis, c'est pas grave, on ne gagnera peut-être pas d'argent tout de suite. Bon, j'espère bien sûr gagner de l'argent à un moment, mais sous des formes très différentes. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Je veux dire, c'est pas... vous voyez. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est porteur d'avenir. C'est ce pluralisme des solutions, y compris organisationnelles ou économiques, qui reste encore possible, mais effectivement, il faudrait pouvoir les soutenir d'une façon ou d'une autre, quoi. Redouane, je te passe la parole. Tu vois, nous avons parfaitement respecté le timing.
Quand le président se lève, c'est pas bon signe. Quand il se lève, c'est que c'est pas bon signe. Et quand il fait 2 pas en avant, ça l'est encore moins. Et je pense qu'on a débranché ChatGPT, donc il n'a pas pu l'interroger avant. Bon, en tout cas, on peut les applaudir parce que ça a été passionnant. Merci. Et donc, comme il n'y a pas eu beaucoup de questions à distance, je vais peut-être démarrer sur la seule qui a été posée par Christian. Et c'est une question pour Jérôme. Et la question, comment embarquer la jeunesse africaine dans le challenge de l'IA pour permettre au continent africain de devenir un acteur majeur de l'IA, et moi je rajouterais si ce n'est pas déjà le cas. C'est une bonne question. Il faut leur expliquer ce que peut apporter l'IA pour résoudre les problématiques qu'ils ont dans leur pays. Et je pense qu'en leur prouvant, qu'en leur expliquant et qu'en leur donnant les formations pour y arriver, ben la jeunesse elle est sensibilisée à cela, parce que l'IA c'est vraiment un aide extraordinaire. On a développé un outil au Maroc où, en faisant voler des drones et en regardant les plantes, on fait 90% d'économie d'eau. Et l'eau au Maroc, ils sont à Strascédric, la Mauritanie, etc. On est en train de déployer dans tout le monde entier. Et c'est grâce à des projets comme ça qu'on est arrivé à sensibiliser les jeunes, en faisant des hackathons aussi, en expliquant que si tu mets l'IA au service de l'humanité, tels que la santé, etc., et aux objectifs de développement durable, ben, tu peux sensibiliser tout et chacun pour prendre part à cette révolution qui est extraordinaire. Merci. Réponse rapide. Donc on reste donc de ce que tu disais, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Très bien. Je remonterai simplement deux remarques. Une de Jean-Pierre Blanger, parce qu'à un moment donné, il a été indiqué qu'il n'y avait pas besoin de savoir coder. Jean-Pierre signale quand même que dans ce cas-là, mais il faut quand même savoir décoder ce que dit l'IAG. Alors je pensais que quand il parlait de l'IAG, c'était un organisme obscur qui donnait des conseils. Mais il m'a vite repris en me disant que c'était bien l'IA générative. Oui, l'IAG, mais voilà, exactement. Faut pas, quand je disais faut pas coder, donc effectivement pour savoir utiliser l'IA aujourd'hui, d'autant plus, il n'y a pas besoin de savoir forcément coder parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont déjà prépackagées. Et sur l'IA générative, le problème c'est qu'il faut savoir prompter. Et aujourd'hui, on a parlé de la fracture. Aujourd'hui, le problème c'est pas de pas savoir utiliser le numérique, c'est de pas savoir écrire en fait. C'est là où on va avoir un truc qui change par rapport à l'usage de l'IA habituel, c'est que si on ne sait pas écrire correctement son prompt, ChatGPT raconte n'importe quoi. Oui. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est ça où on a une vraie fracture sociale, c'est qu'on se retrouve à avoir des gens qui ont accès au numérique, mais qui ne sont pas capables de l'utiliser correctement. Ça marche, merci. Et puis, je terminerai sur une petite note d'humour pour Sandrine, qui a eu un petit moment de solitude, je crois, tout à l'heure, sur le nom de la société à citer. On va mettre au vote pour savoir si effectivement on le répète en boucle ou si on efface le passage. Voilà, donc oui, je sais que le nom a été retrouvé derrière, mais donc est-ce que cette séquence on la met en boucle ou est-ce qu'on la supprime? Donc ça sera mis au vote. Alors voilà, c'est directif, au moins on peut couper. Merci, donc on va pouvoir passer aux questions dans la salle et je crois qu'il y avait une dame qui était prioritaire, qui a dû partir. Ah ben mince alors. Alors le monsieur, vous avez la priorité et puis on passera aux autres questions. Merci. Oui, n'oubliez pas de vous présenter effectivement comme on l'a fait ce matin, excusez-moi. Bien sûr, du coup David Gamero, directeur artistique pour le groupe Rouge Vif. J'avais une petite question qui, si on revient sur le sujet de l'éthique, lourd sujet sur lequel qui a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de gens travaillent déjà dans l'éthique, dans l'IA, ils sont des espèces de modérateurs de l'éthique, le métier existe. Mais le sujet qui est moins abordé, c'est logique parce que ça reviendrait à scier la branche sur laquelle ils sont assis, mais qui sera légitime à définir cette éthique en fait, dans l'IA? Comment est-ce qu'on pourra, selon vous, former ou sélectionner ces gens qui représenteront au final une éthique qui est internationale dans un monde qui est pluriculturel à un stade où... Ouais. Je peux commencer. En fait, je pense qu'on l'a un peu dit, en fait, l'éthique, c'est quand même assez personnel. Même si Sandrine a évoqué le fait d'essayer quand même des concepts éthiques qui sont à l'international. Il y a eu un groupe d'experts qui avait été missionné par la Commission européenne qui a travaillé justement en 2019 sur les principes éthiques de l'IA.
Donc ils ont sorti tout ce qui touche aux droits fondamentaux, j'ai plus tout en tête, mais il y a eu quand même un travail assez important qui avait été fait là-dessus et qui permettait d'essayer, au moins à l'échelle européenne, d'avoir un consensus sur ce que c'était que des grands concepts éthiques. Et il y a la robustesse, etc. Et nous, au Hub, on a eu un groupe de travail, du coup, à l'époque, elle travaillait avec donc ce hashtag sur ces principes éthiques, donc faisait partie Laurence De Villers, là, qui était là ce matin. Et depuis 2 ans, en fait, notre groupe de travail, il n'a jamais arrêté de plancher, en fait, parce que ce concept de l'éthique en IA est quelque chose d'extrêmement complexe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, par exemple, notre groupe de travail, je pense que ça illustre assez bien, en fait, on n'a pas convergé sur ce que c'était que l'éthique de l'IA. Ça ne peut pas marcher, en fait. On ne peut pas avoir la même définition partout. Et donc, en fait, les entreprises, ce qu'on a essayé de faire pour elles, c'est de lister tous les concepts, je sais pas, il y a peut-être une quinzaine de concepts qui sont liés à l'éthique de l'IA et comment on les opérationnalise. Et puis ensuite, chaque entreprise prend les concepts qui lui conviennent et essaye de faire en sorte de les appliquer chez elle. Quand vous parlez des métiers, aujourd'hui, il y a des éthiciens de l'IA. Aujourd'hui, il y a dans les entreprises des nouveaux profils qui émergent, parce qu'on a fait une grande enquête sur les compétences en IA. Les besoins de compétences en IA des entreprises. Tout ce qui est technique est déjà largement couvert et les entreprises n'en ont pas besoin. Les gens ont besoin de personnes qui sont formées aux compétences liées à l'éthique, au réglementaire, à l'environnement. C'est des sujets et des compétences qui sont les plus importantes et les plus attendues dans les années à venir pour les entreprises. Et ces profils-là, en fait, aujourd'hui, pour les former, en fait, ils ne vont pas sortir de leur chapeau. Soit ça va être les DPO qui travaillent déjà sur les sujets RGPD, qui vont prendre la casquette éthique et réglementaire, parce que l'éthique tout seul, ça ne marche pas, il y a aussi les sujets réglementaires. Et soit il y a les profils juridiques. En gros, aujourd'hui, ça se cherche, parce que justement, les compétences, elles sont un peu dispatchées dans plusieurs profils. Et il y a forcément des formations qui sont déjà en train de se mettre en place pour former ces profils qui vont avoir trait à l'éthique. Et pourquoi je pense que c'est vachement lié au réglementaire ? C'est parce qu'il y a l'AI Act qui est en préparation et que du coup, les sociétés, elles veulent se mobiliser pour avoir des compétences en interne. Et tu parlais de DocaPost, mais nous, on a La Poste qui est chez nous. Et ils ont un comité éthique. Ils ont une personne dédiée pour tout ce qui est sujet réglementaire et éthique qui a fait une grille d'analyse des risques des systèmes d'IA. Je veux dire, il y a des gens qui ont vraiment de la multicasquette et qui sont capables de prendre ses positions et avoir ses compétences. Non, c'était sur l'applicabilité, en fait, c'est ça aussi. Donc, il faut, en fait, c'est ça qui est... C'est parce que j'imagine que vous, c'est l'applicabilité, concept, et de faire et implémenter. Ouais, l'implémentation. Ce que dit Caroline, mais ça, vous l'avez par secteur, ça existe déjà. C'est-à-dire, je parlais de la santé parce qu'on a déjà un label de garantie humaine, donc vous avez les concepts et l'applicabilité. Et en fait, dans d'autres secteurs et dans la sécurité, ça commence à être mis en place aussi. Donc, selon le secteur dans lequel vous travaillez, vous avez des outils, soit par le biais des standards en général, et ça permet effectivement de mettre l'éthique en applicabilité. Donc, regardez un petit peu selon le secteur dans lequel vous travaillez, mais c'est vraiment mis en place. Vous avez une éthique par secteur. Vous ne pouvez pas avoir une éthique générale. Je voudrais juste rajouter... Oui, juste rajouter que je pense qu'il faut mettre de l'effort en fait sur les individus, parce qu'on a beau faire de l'éthique, comme j'ai dit, souvent ce sera cosmétique, et chaque fois qu'il y aura concurrence entre l'éthique et les intérêts financiers, je parie que beaucoup de gens feront le choix de l'intérêt financier. Donc l'éthique est quelque part quelque chose qu'on construit pour protéger les individus. Alors, plutôt que de les protéger, apprenons-leur à se protéger eux-mêmes. Et donc, il faudra beaucoup investir dans, pour moi, l'éducation dès le très jeune âge pour que les individus, les êtres humains soient capables de se protéger eux-mêmes et que l'éthique vienne être quelque chose peut-être de supra. Mais compter que sur l'éthique pour protéger les êtres humains, ça me semble assez léger. Ça peut être assez léger. Il y a effectivement toujours un risque de transformer l'éthique en un ensemble de règles qui seraient monopolisées par quelques-uns, etc., et d'expertise spécialisée, etc. Or, ça ne vit réellement ce principe, cette compétence éthique, j'insiste là-dessus, qui est une compétence humaine que nous avons, les uns et les autres, que nous ne mettons pas forcément en œuvre, mais que nous avons, d'autocontrôle, donc de ne pas dépendre de nos pulsions, d'être capable de s'autocontrôler. Eh bien ça, c'est quelque chose qui, justement, peut relever des individus, mais qui, dans une organisation et dans un processus de développement technique, par exemple, doit pouvoir se traduire par des obligations, non pas de substantielles, mais de procédures, c'est-à-dire de protocoles pour dire
à quel moment vous commencez à réfléchir à ça. Si vous déléguez ça à un comité, c'est foutu. Il n'y aura pas d'éthique. Arrêtons de raconter. Il y aura de la conformité. Donc c'est tout. Le problème, c'est comment est-ce que dans chaque activité, du développeur de base, etc., chacun, et moi je me suis battu suffisamment pendant des années dans les écoles d'ingénieurs, j'ai été prof, pour essayer d'expliquer effectivement à quel point ça fait partie de la formation, c'est-à-dire qu'on les forme comment quand on fait ça? On les forme avec des dilemmes. Parce que si c'est pour faire de l'application et de la conformité, comme la compliance, n'importe qui peut faire ça, c'est pas un problème. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il y a un grain d'éthique dans l'affaire. En revanche, que les gens soient dans des vrais dilemmes et de se dire qu'est-ce que je te peux faire à ce moment-là et comment moi je prends à m'auto-contrôler, ou est-ce que je suis dépendant des influences des uns et des autres, à droite à gauche, ou bien du fait que de toute façon, moi, sinon je veux faire du code, faut y aller. Bon, non, le problème c'est comment est-ce qu'on doit être capable justement de faire en sorte que chacun non seulement apprenne ça, mais surtout dans une situation, surtout dans des entreprises où on a des obligations de réflexion et de moments éthiques. C'est des moments, parce qu'on n'est pas sans arrêt, mais c'est des moments sur chacune des décisions. Quelquefois, ça peut être des petites choses. Tous les problèmes, après, tout ce qu'on a évoqué sur les questions de biais dans les sélections des datasets ou des choses comme ça, vous les voyez qu'après, parce que vous avez fait ça, c'est pas un problème, je prends une base qui est disponible, et puis hop, voilà, j'entraîne mon algo là-dessus. Voilà. C'est trop tard. C'était là il y avait de l'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait pour te dire, est-ce que réellement je suis capable d'être vigilant sur les principes qui guident ce dataset, et est-ce qu'ils ne remettent pas en cause? Alors là, on peut faire référence après à de la déontologie, parce que c'est un type d'éthique, un type de raisonnement éthique, où on dit, mais non, est-ce que ça c'est conforme à certaines des valeurs? Est-ce que ça va être discriminant, etc. Mais si on se contente de dire, moi j'ai pris le dataset, c'est pas de ma responsabilité, c'est terminé. On a déjà, toute la chaîne va s'effondrer, Donc c'est très très important de pouvoir dire, à chaque moment, je veux dire, de chaque décision, vous devrez avoir ce moment éthique. Évidemment, on sait bien qu'en réalité, on ne peut pas le faire. Donc, de temps en temps, effectivement, il faut derrière des autorités qui contrôlent qu'on a bien fait ça. Mais il faut effectivement aussi former précisément toutes les personnes qui sont en charge de prendre ces petites décisions, et à peu près tout le monde, à un moment ou à un autre. Donc, soit capable de voir ce raisonnement-là et de se dire, non, je suis capable de ne pas le faire, ou je suis capable de le faire autrement, ou d'imaginer d'autres solutions, ou de le mettre en discussion. Et tout ça, c'est un enjeu de management important. C'est pas juste, tiens, on s'en est débarrassé en mettant dans un comité. Il faut effectivement que ce soit dans le management lui-même qui ait ces moments, ces rythmes-là d'exemples, y compris c'est pas des bonnes pratiques au sens de dire voilà comment il faut faire, mais c'est de dire comment on s'exerce à prendre des décisions responsables à chaque moment de toutes nos activités. Oui, c'est bon. Vas-y. Non. C'est bon. Ouais. Peut-être comme Ibrahima, ce sera peut-être plus, pour le coup, plus une réponse qu'une question. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu... Excuse-moi, Nordine. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai. Ouais. La moitié de la salle me connaît, c'est pour ça. Donc, je m'appelle Nordine Lamriri. Je suis responsable produit chez un éditeur de logiciels qui travaille dans tout ce qui est gestion de l'information, gestion de contenu. Donc, on utilise un petit peu de technologie d'IA, mais vraiment très très à la marge pour l'usage de nos systèmes. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellé pendant la conférence de ce matin et celle de cet après-midi, c'est que je me suis toujours... Je vous écoutais, et j'écoutais pareil ce matin, je me disais, mais est-ce qu'ils ont tous la même compréhension de ce qu'est l'IA entre eux, quand ils présentent le sujet? Parce qu'en fait, ce qui est très étonnant dans cette thématique de l'IA, c'est qu'on peut tous en discuter, mais le sujet est particulièrement vaporeux. C'est-à-dire qu'on parle d'une technologie. Il y a déjà le terme intelligence artificielle est une formulation purement marketing, qui finalement, quand on ouvre la boîte, on a, excusez-moi de la formule, une tétrachée de technologies. C'est-à-dire que ça existe depuis 30 ans. Chez nous, une personne a travaillé déjà il y a 30 ans dans des laboratoires d'IBM sur des technologies d'extraction d'entités nommées. C'est des technologies hyper précises, qui sont absolument pas, c'est hyper pointu, c'est chirurgical. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'histoire d'éthique. On donne des listes, on définit des patterns, on cherche les valeurs, on les extrait. Et puis à côté, on a l'IA générative. On peut poser une question, même formulée, parce qu'on a dit que tout à l'heure, il fallait impérativement que la question soit bien formulée. C'est vrai, mais même formulée, elle peut raconter n'importe quoi. Formulée, elle peut raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que, et en fait, ce qui était très surprenant, c'est qu'il y a quelque chose de très très vaporeux en fait dans le sujet
qui fait que j'avais un doute en vous écoutant sur le fait que vous ayez la même perception des technologies, que vous évoquiez dans vos discours, les mêmes technologies en tête, que derrière, finalement, ça relevait des mêmes finalités et des mêmes objectifs d'usage, et avec des terminologies et des formulations qui sont extrêmement complexes. C'est-à-dire que ce qui fait peur, quand vous évoquiez la peur de l'IA, ce qui crée cette peur, c'est finalement que déjà la base, je pense que les concepts technologiques, je pense que le grand public n'y comprend rien, et que c'est en fait simplement de la SF. En fait, c'est la science-fiction qui jaillit par cette actualité autour de ChatGPT, qui est un moteur de recherche de connaissances, c'est pas un moteur de recherche d'information. Donc un petit utilitaire sympa en fait. Pas grand-chose, on n'est pas en train de changer le monde. Et ça suffit à créer toute cette situation qui, finalement, m'a un peu interpellé. Alors, je ne sais pas si vous aviez des réactions par rapport à ça. Je pense que votre remarque, elle est très pertinente. Du coup, moi, là-bas, je suis une informaticienne. Donc, comme je disais, je codais les algos qu'on trouve dans les plateformes en open source aujourd'hui. Je fais de l'IA. J'en ai une vision extrêmement technologique et pointue. Ce qui fait que, moi, tous les débats, effectivement, autour de l'humain, l'éthique. Bon, c'est pour ça qu'à un moment, j'avais dit que je serais bien dans la table ronde du matin, parce que quand même, je me sens plus dans mon élément. Mais, et oui, il y a de la science-fiction autour de ça, et je ne suis pas sûre que tout le monde ait la même compréhension, justement, des composants technologiques qui sont derrière. Et aujourd'hui, le problème, c'est ça, en fait. C'est que tant que les gens n'ont pas compris que derrière, c'est un algorithme avec des 0 et des 1, il y a des petits bits qui se baladent, et qu'on on enregistre des choses dans son ordinateur, je pense que du coup, on fantasme. Et ça, c'est le problème. Et donc, tant qu'on n'a pas une vision bien claire de ça, on ne comprend pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, et on transpose nos peurs et nos problèmes d'humains sur une technologie qui n'a aucune conscience. Et donc, si on n'est pas d'accord là-dessus, on va commencer à s'inventer des choses. En revanche, l'éthique, elle n'est pas sur l'IA en tant que telle, elle est sur l'usage qu'on en fait. L'usage d'une technologie qui a des potentialités qui sont incroyables dès lors qu'on a les données qui vont bien, les modèles qui vont bien, etc. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ne se posent pas nécessairement la question juste de l'IA éthique, c'est l'usage éthique que je fais de cette technologie. Et donc, ça passe par des commissions qui se posent la question des risques de mettre en œuvre tel ou tel système, d'un point de vue humain et d'un point de vue réglementaire. Et ensuite, c'est des développeurs ou des data scientists, et Dominique a raison, qui doivent se poser la question de bien mettre en place leur système d'IA. Éviter les biais, faire en sorte que ce soit le plus explicable possible, donner les clés de lecture du système, s'assurer de la transparence en bout de chaîne et la maintenabilité du système. Mais ça, c'est un projet d'informatique. Et donc, à chaque étape du projet d'informatique, on a juste entre guillemets, à traiter les différents risques et y remédier. Et c'est ça, finalement, l'éthique en tant que telle, d'un point de vue de l'IA, c'est pas forcément je sais pas comment l'exprimer, mais c'est une sorte à la fois d'éthique de l'usage et à la fois de respecter des règles simples de suivi de projet pour que ça fonctionne et que ça raconte pas n'importe quoi à la fin. Et ChatGPT, on comprend rien, ça raconte n'importe quoi, c'est une boîte noire, etc. Bon, c'est la vie, il y a des systèmes qui sont comme ça. À nous de faire la part des choses quand on utilise ce type de technologie. D'où les problèmes de formation. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut que les gens comprennent comment ça marche et à quoi ça sert. Quand on discute avec un chatbot qui nous raconte n'importe quoi, au bout d'un moment, on le fiche à la poubelle. On est quand même suffisamment intelligent pour utiliser ces technologies comme des outils qui vont nous aider à être plus efficaces et plus malins. Et le risque, c'est qu'on se fasse dominer de façon passive par ce type de technologie comme on se fait dominer par le numérique. Parce qu'on perd... Enfin, même moi, je vais sur Facebook, je suis une vieille, je suis sur Facebook, je vais pas sur TikTok. Et du coup, je scrolle et je regarde des commentaires complètement ridicules et je perds 1 heure de mon temps. Mais l'IA, c'est pas pire que ça, en fait. Quelque part, c'est juste de garder un peu conscience du fait qu'on se fait happer par les technologies. Qu'on achète le dernier iPhone à la mode parce qu'on trouve ça cool. On a plus de difficulté à lire les intentions. Mais il n'y a pas d'intention derrière l'IA. L'usage de l'IA, il y a une intention derrière. Mais l'usage. Mais au même titre que quand Apple vous vend son dernier iPhone. Mais l'intention est claire. Mais l'intention n'est pas moins claire derrière une IA. Derrière une IA, si, je trouve que si. Non, alors, je pense que en fait, l'intention, elle est claire.
Mais c'est pour ça qu'il y a des principes éthiques qui s'appellent par exemple l'explicabilité, la transparence, la confiance légitime qui est un grand... Voilà, et qu'il y a là où il y a de l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le marché européen, en tout cas en Europe et même ailleurs, vous avez ces principes-là qui vous permettent justement effectivement d'avoir un usage de l'IA éthique. En revanche, sur la définition, je pense que on s'exprime peut-être tous différemment parce qu'on n'a pas les mêmes professions. Mais l'IA, j'étais pas là ce matin, donc je ne peux pas. Mais je connais bien Patrick Bezons, par exemple, avec qui je travaille au Sénélec. Bon, moi, je suis pas du tout ingénieure. Caroline est ingénieure. J'arrive à la comprendre. Dans l'IA, en fait, encore une fois, juste pour être simple, c'est l'utilisation par le biais des machines pour simuler et augmenter l'intelligence humaine. Mais il n'y a aucun moment, en fait, ça existe. Une calculette, c'est de l'IA, hein. Il y en a qui perdent le parti pris de dire que dans la calculette, il y avait des systèmes d'IA. Mais en revanche, ça ne projette pas, il faut arrêter de fantasmer, ça ne peut pas... Un humain a de l'émotion. Vous ressentez de l'émotion. L'IA va être programmée par des humains. Elle peut être programmée sans humains et s'auto-programmer, mais ça, c'est un autre enjeu. Mais elle ne va pas ressentir, elle va vous projeter de l'émotion. Elle peut projeter de l'émotion, mais elle ne ressentira pas. Ça, c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ça. Et l'IA, c'est encore une fois, je veux dire, c'est si vous avez un petit robot qui vient vous voir, parce que ça existe maintenant en France, je trouve ça c'est assez marrant. Dans des cabinets d'avocats, j'ai vu ça. En fait, le petit robot, il est programmé pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, vous ouvrez la porte. Il y a le petit robot qui vient vous voir et qui vous dit bonjour. Et là, vous répondez bonjour. Et si vous n'avez pas digéré un truc, il va le sentir. Si vous êtes stressé, il va le sentir, etc. Ouais, c'est hyper drôle. Alors, Sandrine, si vous permettez, on va les faire circuler la parole parce qu'on est presque à la fin. Dernière question peut-être. Non, c'était marrant pour illustrer l'émotion. Oui, alors Abdeljalil Karouya, responsable projet et puis ingénieur aussi en informatique. Je reviens sur la question de la peur et que tout le monde, je commence par le début, hein, l'éthique c'est bien. Et justement, quand vous dites elle ne ressent pas, elle n'a pas d'émotion, c'est là où on commence à avoir peur. Et du coup, en fait, comment je vais formuler la question? Comme disait Vladimir, ce qui est maintenant de la science-fiction l'est pas demain. Donc l'IA, effectivement, c'est beau, c'est génial, c'est pas la faute à l'IA. La fission et la fusion nucléaire, c'est des phénomènes physiques qui sont très très beaux aussi, hein. Sauf que derrière l'usage qu'on en a fait, on tremble à chaque fois, il y a deux responsables qui se menacent. Ça a été des films de science-fiction à un moment donné, c'est devenu une réalité. Des films de science-fiction sur l'IA qui cherchent à exterminer l'espèce humaine, on en a vu. Du coup, aujourd'hui, on a des IA qui se mettent en face à face et qui s'apprennent l'une l'autre, qui se corrigent. Des algorithmes d'apprentissage qu'on ne maîtrise pas forcément, qui ne sont pas forcément déterministes. Hein, vous me corrigez si je me trompe. Donc je me dis, en fait, est-ce que c'est légitime comme peur que les gens peuvent avoir? Et si je me trompe, ce n'est pas forcément mon avis, hein, si je me trompe, pourquoi est-ce que les pairs de l'IA ont levé des alertes alors qu'ils ont des profits directs sur ces sujets-là? C'est une question un peu hybride. Mais déjà, pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont peur de ne pas gagner assez d'argent. C'est déjà ça. Mais la question fondamentale, parce qu'on parle de l'IA sous l'angle techno, mais quand même, il y a quelque chose de nouveau, qu'on appelle IA ou pas IA. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a une capacité d'abord de capturer des informations extraordinaires, à partir de ces informations-là, de déterminer des comportements, et à partir de la capacité de déterminer ces comportements, de pouvoir influencer des achats ou quoi que ce soit. Et ça, l'IA, que ce soit l'IA d'aujourd'hui ou celle d'il y a 30 ans, les capacités technologiques qui existent aujourd'hui et la profusion, chaque jour, on diffuse des centaines, individuellement, on diffuse des centaines de milliers d'informations, de données. Ça peut faire peur. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués à être dans un monde où notre lecture, la manière dont nous analysons les choses est déterminée par notre passage, éducation et tout le reste. Aujourd'hui, la capacité d'influence, elle est extraordinaire. Et ne pas être capable de la mesurer, c'est justement d'être victime. Et moi, je le vois avec les enfants, je discute beaucoup, mais on voit que leur manière d'analyser les informations et de pouvoir même se faire une opinion est biaisée, 100%.
Donc il faut revenir avec les anciennes méthodes de has-been pour pouvoir, quelque part, leur redonner un peu ce sens. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas se dire circulaire, il n'y a rien à voir, c'était la même chose il y a 30 ans. Il se passe vraiment quelque chose. Les sociétés elles-mêmes, comme j'allais dire, hein, aujourd'hui, les enfants sont plus connectés entre eux, quelle que soit leur culture, qu'à travers le pays où ils sont. Et c'est ce pays-là qui essaie de réglementer. Moi, au Sénégal, si j'essaie de faire une réglementation, ça n'a aucun sens. Parce que les jeunes Sénégalais, ils sont connectés avec les jeunes Français, les jeunes Japonais, etc. Et du coup, c'est là où il y a un réel enjeu. Je ne sais pas comment on va l'appeler, IA ou pas IA. Mais la question techno est une question pour moi sur laquelle on peut discuter. Moi-même, je ne suis pas techno, dans tous les cas. Mais l'impact, en tout cas, de se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est clair. Et je pense que sur ça, il faut vraiment pouvoir réagir. Sinon, je pense que quand même, on sera un peu perdu. Parce que la notion de vitesse est pour moi une notion importante. Merci beaucoup. Nous allons clore cette table ronde et puis cette journée. Merci à toutes et à tous pour tous ces échanges très riches. En toute modestie, je vais la clôturer par une citation de ce cher Albert Einstein. « La science est un outil puissant. L'usage qu'on en fait dépend de l'homme, pas de l'outil. » Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à l'année prochaine.